Alors, merci à tous et à toutes d'être là ce soir. Ce soir, on va parler de santé cognitive et de remédiation cognitive. Donc, on sait que les symptômes négatifs de la schizophrénie renvoient à une diminution ou une perte de fonction normale chez la personne. En tout cas, ça arrive souvent. On peut noter une difficulté à être attentif, à se concentrer ou à faire appel à notre mémoire. Donc, ces symptômes-là arrivent même parfois à de l'évitement face aux tâches exigeantes, mais il y a des interventions qui peuvent aider. Et puis, nos conférenciers et conférencières ce soir vont aborder différents types d'interventions que les professionnels peuvent favoriser pour la remédiation cognitive. On va aussi vous aider à comprendre ce soir. Donc, pour nous en parler, on a Martin Lepage, qui est professeur à James McGill de psychiatrie à l'Université McGill et directeur scientifique délégué au Centre de recherche Douglas. On a Novembre Mercier, qui est père aidante au laboratoire CRISP et YMH Tech et formatrice certifiée en gestion autonome de la médication. Et Isabelle Royal, qui est neuropsychologue au programme des troubles psychotiques à l'Institut universitaire en santé mentale de Douglas. Donc, merci à tous les trois d'être là ce soir avec nous. Et puis, Martin, est-ce que tu voudrais commencer avec la présentation? Ben oui, avec plaisir, Tania. Donc, bonsoir tout le monde. Et premièrement, merci beaucoup, Tania et Denis, pour l'invitation, donc au nom de la SQS, à nous recevoir. Comme ça, on est comme on est chanceux, choyés là, de pouvoir faire ça, puis de pouvoir, c'est ça, discuter là, en ce mardi soir, donc de gros sujets santé cognitive. Et c'est tellement un gros sujet qu'on doit être trois là, pour le présenter. Donc, avec Isabelle et Novembre qui auront tantôt, qui pourront s'entretenir et répondre à toutes les questions, évidemment. Donc, ce que j'aimerais faire en premier, c'est peut-être juste présenter quelques diapos. Pas pour vous endormir, mais vraiment, tu sais, pour faire un petit peu une entrée en la matière de qu'est-ce que ça veut dire au juste lorsqu'on parle de santé cognitive et lorsqu'on parle d'une intervention qui s'appelle la remédiation cognitive. Et vraiment, tu sais, je dirais le but ou ce que je souhaite là-dedans, c'est que ça soit clair un peu pourquoi on devrait tu sais, s'intéresser de plus en plus à la santé cognitive. C'est quoi, mettons, l'impact ou le lien, entre autres, avec le fonctionnement. Fait que c'est ça un peu le plan de match pour ce soir, mais je veux vraiment tu sais, prendre le moins de place possible, laisser beaucoup de place à Isabelle et Novembre qui ont des points de vue. Tu sais, moi, je suis en recherche. Novembre est patiente partenaire, père aidante dans notre groupe de recherche. Isabelle, neuropsy. Donc, c'est tous des points de vue tu sais, complémentaires et à la fois différents. Et on espère vraiment que ça peut être quelque chose là, d'utile là, pour vous tous ce soir. Donc, ça, le titre, Santé cognitive et remédiation cognitive. Euh, donc, je dirais trois petits objectifs, si on veut, tu sais, qu'on se fixe nous-mêmes, si vous voulez, tu sais, pour la présentation. Donc, le premier, c'est vraiment un peu d'expliquer c'est quoi, tu sais, les atteintes cognitives. On parle de mémoire, d'attention. Donc, de comprendre un peu, là, il s'agit de quoi au juste, puis de voir c'est lié avec quoi d'autre. C'est avec, entre autres, des fois, on ne le réalise pas, mais c'est très fortement lié, entre autres, avec la santé physique. Et c'est aussi lié avec le fonctionnement au quotidien. Et ensuite, on va voir un peu, donc avec Novembre, un peu donc la perspective par aidante et des neuropsychologues. Et lorsqu'on parle de remédiation cognitive, donc qui est une intervention qu'on va vous présenter. Mais il y a un rôle aussi, donc Isabelle, notre neuropsychologue, a aussi contribué à ça. Même chose pour Novembre. Donc, c'est un type d'intervention qui n'est pas un acte réservé, mettons, uniquement aux psychologues ou à d'autres titres professionnels, mais vraiment excusez-moi, donc une intervention qui peut être offerte par des gens avec divers profils. Donc, ça, c'est la diapo pour Isabelle, mais que je vais présenter. Donc, ça, c'est des exemples de tâches qu'on appelle neuropsychologiques. Donc, souvent, lorsqu'on fait faire, mettons, en clinique, une évaluation qu'on appelle neuropsychologique, il y a peut-être des gens déjà qui sont familiers avec ça. C'est fait, par exemple, nous, on le fait dans notre clinique ici au Douglas, mais ça peut être fait parfois dans le vieillissement, pour des fois, pour
évaluer, mettons, c'est ça, est-ce qu'il y a des atteintes spécifiques comme telles. Donc, juste deux exemples de tâches, puis Isabelle pourra vous en parler plus abondamment plus tard. Juste donner un peu une idée, ça ressemble à quoi? Donc, du côté gauche de l'écran, on a une tâche qui s'appelle la tâche des cubes, où vous voyez, c'est des cubes, un côté rouge, un côté blanc, puis un côté qui est moitié-moitié rouge et blanc. Puis ce qu'on doit faire, c'est on présente ces cubes-là à une personne et ensuite on va présenter un carton sur lequel on va avoir une forme géométrique. Puis on doit reproduire cette forme-là avec les blocs. On peut voir ici, mettons, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, lorsque je passe par-dessus, vous voyez, oui, c'est ça. Donc, on peut voir ici, il faut faire comme deux cubes blancs, deux cubes moitié-moitié. Ça va, mais rendu, mettons, une forme comme celle-ci, à droite, ça devient plus exigeant. Donc, ce type de tâche-là, ce que ça fait, ça vient un peu évaluer donc, les capacités de planification, les capacités ou les habiletés visuo-spatiales, tu sais, de pouvoir se représenter puis faire des, genre, faire des rotations dans sa tête, si on veut, de ces formes-là. Après ça, donc du côté droit de l'écran, il y a une tâche qu'on appelle la tâche de substitution de symboles, qui est une tâche qui va mesurer différentes choses. On le verra dans un instant. Mais ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a comme des chiffres de 1 à 9, puis il y a un symbole en dessous de chacun des chiffres. Et ce qu'on doit faire, c'est on donne un décompte et la personne doit le plus rapidement possible identifier, mettons, ici c'est le chiffre 2, aller voir c'est quel est le symbole associé avec le chiffre 2, puis venir l'écrire ici et faire le prochain. Puis la personne doit faire ça le plus rapidement possible. Donc ça, ce que ça vient évaluer, c'est la vitesse de traitement, la mémoire de travail aussi. Lorsqu'on fait, mettons, papier-crayon, ben ça mesure aussi la motricité fine, mettons. Donc, ça vient mesurer toutes sortes de fonctions, si on veut. Et après ça, donc, selon le nombre mettons, de cases complétées, ben, ça nous donne un estimé mettons, des capacités de la personne. Puis plus une personne en fait, mettons, dans une période de 2 minutes, ben, meilleures est les capacités cognitives. Après ça, donc, nous, en recherche, puis mettons, dans les évaluations neuropsychologiques qui sont faites dans la clinique, souvent, lorsqu'on parle de cognition, on va considérer différents domaines spécifiques. Et là-dedans, il y a, mettons, la mémoire, l'attention, et il y a peut-être des choses un peu, des fois, qui sont peut-être moins courantes, mais que je pense que vous avez peut-être eu déjà des présentations sur, par exemple, la cognition sociale. On en parlait plus tôt avec Denis. Donc, ça, c'est la capacité à inférer, mettons, les intentions des autres, à reconnaître les émotions, des choses comme ça. Il y a aussi le langage, la mémoire à court terme comme la mémoire de travail, capacité de planification, donc fonction exécutive, etc. Donc, souvent, on va parler de différents domaines de cognition, puis parfois, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a certains domaines qui vont être plus affectés, si on veut, ou être plus problématiques que d'autres domaines. Donc, lorsqu'on a, mettons, pourquoi on s'intéresse à ça, c'est déjà ce qu'on sait de la recherche. Il y a eu, ça fait 40, peut-être 50 ans facilement qu'il y a des études où on évalue les capacités cognitives. Donc, on fait passer des tâches comme on vous présentait et on fait ça sur des gros échantillons là, de participants. Et entre autres, lors d'un premier épisode, ben, c'est au tout début d'évolution, mettons, d'un trouble comme la schizophrénie. Donc, il y a moins de variables tu sais, qui pourraient ajouter, là, mettons, qui sont comme d'autres problèmes qui s'ajoutent aux difficultés cognitives. Donc, et ce qu'on voit ici, j'essaie de simplifier ça, c'est donc il y a différents domaines de cognition qui sont en anglais par contre, et plus l'espèce de carré bleu s'éloigne de la ligne du centre, plus ça suggère qu'il y a un déficit important. Puis ce qu'on peut voir ici, c'est comme une synthèse de plusieurs études de recherche, donc 54 études. Ça représente pratiquement, ils ont donc 4000 patients qui présentaient un premier épisode de psychose. Puis ce qu'on peut voir, c'est relativement à des personnes qui n'ont pas de troubles psychiatriques, on peut voir qu'il y a déjà des atteintes ou une performance qui est inférieure. C'est-à-dire dans différents domaines, mais particulièrement pour ce qu'on appelle l'apprentissage ou la mémoire verbale. Donc, c'est déjà présent au tout début, au tout début là, d'évolution d'un trouble comme la schizophrénie. Et souvent, ça peut être vu même un petit peu avant, mais c'est comme une dimension tu sais, au même titre que les symptômes psychotiques comme les hallucinations auditives ou les idées délirantes, ben, c'est une autre dimension là, qui est peut-être moins connue, mais qui pourtant
a un impact important. Et c'est ça. Puis si on regarde un peu, donc, pourquoi c'est important de considérer cette dimension-là, c'est parce qu'elle est associée fortement avec toutes sortes de dimensions. Entre autres, elle est associée avec ce qu'on appelle les trajectoires cliniques. C'est que plus une personne va présenter, mettons, des difficultés cognitives au tout début, mettons, en tout début d'évolution, bien, moins favorable risque d'être sa trajectoire, si on veut. Donc, une personne risque d'avoir plus de symptômes, mettons, qui vont être persistants, plus de difficultés à reprendre des activités de tous les jours, que ce soit, mettons, chez les plus jeunes, retour à l'école ou retour au travail, par exemple. Donc, il y a vraiment une association avec les symptômes, symptômes négatifs aussi, comme Tania le mentionnait au début. Et ensuite, donc, association importante avec le fonctionnement et finalement aussi association importante avec les problèmes de santé physique. Donc, il y a vraiment un lien, j'en parlerai un petit peu plus tard, là, entre la santé physique et la santé ou les capacités cognitives. Ensuite, qu'est-ce qui arrive une fois, j'ai parlé d'un premier épisode de psychose, mais par contre, c'est après ça, ce qui semble se produire, c'est que ça semble être stable. Donc, ce qu'on voit ici, mettons la ligne bleue, si on parle, mettons ça, c'est une étude avec près de 9000 personnes qui avaient un trouble de la schizophrénie, donc avec différents âges. Donc, les âges variaient de 20 ans à presque 65 ans. Et ce qu'on peut voir, c'est comme leur performance, si on veut, sur la tâche des cubes que je vous ai présenté au début, à gauche, et à droite, la tâche là, de substitution là, de symboles. Et ce qu'on peut voir, c'est que, mettons, entre des sujets contrôle, qui est la ligne rouge, on va laisser faire la ligne verte pour l'instant, mais entre la ligne rouge et la ligne bleue, ce qu'on voit, c'est une différence dès le début. On voit que les personnes avec un trouble psychotique comme la schizophrénie ont une performance qui est un peu plus faible, mais par contre, ça reste la même dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a pas, ça ne va pas nécessairement empirer avec les années, ça ne va pas empirer avec, c'est pas comme une forme de c'est pas comme, par exemple, une démence, mettons, de type Alzheimer, où là, mettons, les capacités vont diminuer là, de mois en mois ou d'année en année. Ce qu'on voit ici, c'est que c'est vraiment, il y a une forme de déclin qui est normale, qui est associée avec l'âge. Ce qu'on voit aussi, c'est les gens de la population générale, mettons, qui n'ont pas un trouble de santé mentale. Oups, c'est ça. Eux aussi vont présenter, c'est ça, une diminution là, entre la vingtaine jusqu'à 65 ans. Donc, c'est vraiment quelque chose mettons, c'est les atteintes cognitives sont vraiment stables dans le temps et ils ne vont pas s'empirer de façon significative avec le temps. De façon générale, il y a toujours évidemment des exceptions. Excuse, quand Après ça, tu m'as donc, parlé de la ligne verte. oui, la fameuse ligne verte, ben, c'est sûr, la ligne verte, je passe souvent par-dessus, mais elle est importante, puis peut-être particulièrement Les ici, gens ce ici, qui oui, c'est ça. a été montré aussi, c'est que chez les apparentés, mettons, on parle des frères et sœurs, donc les gens qui ont un lien, on pourrait dire biologique, là, avec une personne qui est aux prises avec un trouble comme la schizophrénie, ben, eux ont une performance. Il y a certains domaines où ils peuvent avoir une performance un peu plus faible que chez les sujets contrôle, mais ce qu'on peut voir ici, c'est de façon générale, ça ressemble beaucoup entre c'est ça, les sujets contrôle et les apparentés, là. Donc, ceux qui sont frères et sœurs là, comme tel. Donc, il y a vraiment, mais il y a certaines études qui montrent que pour certaines tâches, entre autres, de mémoire verbale, il pourrait y avoir des fois une performance qui est un peu plus faible, ce qui suggère, en fait, la théorie derrière ça, c'est qu'il y a peut-être tu sais, une certaine dimension, c'est pas la seule évidemment, mais une dimension biologique ou neurobiologique à certains troubles mentaux sévères. Et parfois, c'est ça que les atteintes cognitives peuvent être ce qu'on appelle un phénotype ou un endophénotype, c'est-à-dire c'est comme un marqueur de cette vulnérabilité-là. Mais de façon générale, ce qu'on peut voir ici, c'est que chez les apparentés, il n'y a pas de différence importante avec les sujets contrôle, mais que chez les personnes qui ont un trouble comme la schizophrénie, on voit une performance qui est un peu plus faible. Ça va? All right. Un autre tableau avec beaucoup de chiffres ici, mais c'est juste pour montrer en fait tu sais, le message comme tel ici, c'est que les personnes qui ont des atteintes cognitives plus importantes, mettons chez les patients avec un trouble, mettons, de schizophrénie, il y a quand même de la variabilité d'un patient à l'autre. Il y en a qui ont des atteintes
plus importantes, d'autres moins importantes. Mais ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a tout un lien avec les problèmes de santé physique. Ce qu'on peut voir ici, donc, mettons, pour le diabète, la présence, mettons, de diabète, la présence d'hypertension, on peut voir que les patients qui ont de l'hypertension vont aussi avoir des atteintes cognitives plus importantes. Et puis les patients qui ont un diabète vont avoir des atteintes cognitives plus importantes. Puis ce qu'on sait aussi, c'est que les personnes qui ont un diabète, mais qui n'ont pas un trouble comme la schizophrénie ou un trouble mental sévère, ont aussi des atteintes cognitives par rapport à à des sujets contrôle. Donc, c'est ça donc, qui est important ici à voir, c'est que la cognition ou les capacités cognitives, il y a une certaine atteinte qu'on peut voir en tout début d'évolution, mais souvent, lorsqu'apparaît des problèmes de santé physique, donc que ce soit, mettons, les dyslipidémies, diabète et hypertension. En fait, excusez-moi, c'est diabète, c'est le surpoids. Le premier, là, c'est le surpoids et ensuite hypertension, mais ça mène à c'est ça, et c'est donc métabolique le premier, excusez-moi, c'est ça. Donc, ça mène à des atteintes importantes aussi, plus importantes. Donc, c'est des facteurs qui viennent comme aggraver les capacités cognitives ou les déficits ou les atteintes cognitives. Et c'est pour ça que de bien gérer, mettons, le diabète, les problèmes là, de métabolisme, d'hypertension, ben, ça peut aider aussi oui, Tania, je vois que tu as la main levée. Oui, on a deux questions en lien Oui, avec ça ici. oui. Donc, les facteurs de risque cardiovasculaire puis la santé physique, là, des personnes demandent est-ce que ces troubles ne seraient pas plutôt liés avec la médication? Ben, la médication peut jouer évidemment et puis en fait, les antipsychotiques, c'est un autre facteur qui est à considérer, tu sais, qui peut mener à un surpoids parfois, qui peut mener aussi, tu sais, qui peut entraîner des problèmes de santé physique, tout à fait. Mais c'est toujours dans le cas des antipsychotiques, c'est toujours d'évaluer les avantages et les désavantages là, de la médication, puis toujours voir qu'est-ce qui peut être fait de ce côté-là, comme de plus en plus. Par exemple, pour le gain de poids, il y a d'autres molécules qui peuvent être offertes, comme la metformine, là, pour dire. Donc, l'idée, c'est de vraiment, euh, de, c'est ça, de voir comment ces causes-là peuvent être traitées aussi. Mais c'est vrai que parfois, ils peuvent être induites par les antipsychotiques, entre autres sur le long terme. C'est ça. Justement, il y a une personne qui demande si c'est un lien de corrélation ou de causation. Ben, ici, c'est toujours, on parle parce qu'on ne manipule pas comme tel, mettons, on ne va pas induire le diabète chez quelqu'un, donc c'est toujours c'est ça, c'est une corrélation entre les deux. Mais par contre, il y a d'autres études où on peut modéliser, il y a comme des façons statistiques là, d'aller plus chercher, tu sais, de voir la cause. Puis ce qu'on peut voir, c'est effectivement, c'est que, mettons, le diabète va arriver en premier, puis mettons, le diabète et, mettons, le ACV ou l'infarctus, ben, le diabète, c'est un facteur de risque. Le diabète va arriver avant et tu sais, augmente les probabilités qu'il y ait un accident cérébrovasculaire là, par après. C'est, euh, mais c'est ça. Est-ce Mais dans le cas des antipsychotiques, c'est toujours de voir, c'est ça, tu sais, les avantages, qu'est-ce qu'il y a si on arrête, est-ce qu'il y a tu sais, c'est quoi les désavantages, puis est-ce qu'une rechute, c'est pire, tout ça. Donc, c'est toujours je dirais des enjeux qui sont complexes, mais qui sont discutables aussi. Et je pense que c'est important d'être, c'est ça, avec mettons, les professionnels de la santé, d'être capable de discuter de ces sujets-là. Mais c'est sûr que, en fait, pour moi, tu sais, le message derrière ça, ça montre l'importance de bien, tu sais, de traiter, puis entre autres, mettons, entre autres, le diabète ou, mettons, avant ça, le prédiabète, bien, il y a beaucoup de mesures d'hygiène de vie tu sais, qui peuvent avoir un impact important, que ce soit, tu sais, la nutrition, l'activité physique, le sommeil. Moi, tu sais, je suis toujours surpris de voir je fais un peu de pratique comme psychologue ici, puis voir à quel point, mettons, les problèmes de sommeil, puis c'est quelque chose de très, très prévalent, puis ça peut amener à d'autres difficultés là, par la suite. Ouais. que j'en comprends? Faut que les professionnels de la santé soient aussi à l'affût des problèmes de santé physique de leurs Absolument, puis patients. c'est ça. Puis les personnes concernées devraient se sentir à Absolument. l'aise de discuter Ouais. de leur médication puis Oui, d'être oui. des Oui, questions. oui, puis ce qu'on sent, c'est que souvent, puis là, on va changer, je ne veux pas changer de sujet, mais c'est un gros enjeu, comment être bien traité pour les problèmes de santé physique, parce qu'on parle de santé mentale, mais
c'est rattaché fortement là, à la santé physique, puis tu sais, mettons, l'impact de la nutrition, tout ça, il y a plein, c'est pas des choses détachées, là, c'est vraiment rattaché ensemble, mais c'est parfois plus difficile d'être, tu sais, de recevoir les services appropriés ou les traitements appropriés pour les problèmes de santé physique, là, de façon générale. Il y a eu Et une pourtant, conférence sur l'ombrage diagnostique avec ah Luc oui, il y a quelques ah mois. oui. J'encourage les gens à aller voir notre Ben conférence oui, tout à précédente fait. s'ils veulent Oui, savoir. oui. Ah non, c'est un sujet vraiment important, puis c'est ça. Donc, mais en même temps, c'est ça, c'est que c'est des facteurs qui viennent, tu sais, aggraver, mettons, les atteintes cognitives, puis qui peuvent faire en sorte que pour une personne, c'est encore plus difficile, mettons, de considérer un retour en emploi ou de chercher un emploi, parce que la personne se sent encore moins, tu sais, plus, tu sais, encore des difficultés plus importantes d'attention ou de mémoire, là. Puis juste à penser, mettons, dans le contexte du travail, si vous avez des problèmes de mémoire à vous rappeler des informations, si vous avez quelqu'un qui vous donne des consignes, puis vous vous rappelez de 50% de ce qu'on vous a demandé, c'est sûr que ça va être difficile là, de maintenir un emploi. Fait que c'est pour ça que c'est des facteurs qui peuvent aider tu sais, pour augmenter le fonctionnement par après, parce que c'est ça, parce que les capacités genre d'attention, de mémoire, ça joue beaucoup à l'école, dans le milieu du travail, là. C'est ça. All right. Bon, on va poursuivre. Donc, j'ai parlé de ça, je ne veux vraiment pas prendre trop de temps, j'ai l'impression de m'allonger. Donc, c'est un peu un résumé de tout ce qui peut, tu sais, les facteurs qui peuvent avoir un impact là, sur, tu sais, sur la cognition. J'ai mentionné donc les problèmes de santé physique, des fois les symptômes qui ne sont pas bien traités, qui sont persistants, entre autres les symptômes négatifs. C'est sûr, l'abus de substances de façon importante, que ce soit cannabis, alcool, ça va aussi jouer là, sur les capacités cognitives. Ça joue sur le cerveau aussi. Pharmacothérapie, que ce soit des doses trop élevées d'antipsychotiques, c'est ça, il y a comme plein d'enjeux potentiels avec ça. Et important aussi, puis pour nous, tu sais, c'est toutes des pistes de solutions aussi, c'est la sédentarité, le fait d'être dans un environnement où on est peu stimulé, le fait d'éviter toutes les tâches qui sont exigeantes sur le plan cognitif, ben, c'est un autre gros facteur aussi qui peut jouer là, sur les capacités cognitives, puis ensuite qui va se répercuter sur le sentiment de compétence ou non pour essayer, mettons, de chercher un emploi et maintenir un emploi. Donc, ça nous mène un peu à comment améliorer la santé cognitive, puis vraiment, je dirais, la dimension capacité là, cognitive. Donc, je vais juste vous présenter donc, un type, il y a toutes sortes d'interventions qui existent, mais ce que je vais parler ce soir, puis ce qu'on a fait, nous, de novembre, Isabelle et moi, c'est vraiment d'offrir la remédiation cognitive, donc qui est une forme d'intervention qu'on fait en groupe. Nous, on le fait de façon virtuelle, c'est genre pour le rendre plus accessible, pour enlever les barrières un peu. On l'offre de façon virtuelle dans le cadre d'un projet de recherche. On développe d'autres projets là, pour le rendre de plus en plus accessible. Mais il y a d'autres types d'interventions. Vous avez peut-être déjà entendu parler, soit de thérapie cognitivo-comportementale. Vous avez probablement eu des présentations là-dessus. Entraînement aux habiletés métacognitives, qui est une version comme plus légère de la TCC, nous qu'on offre aussi là, en groupe et de façon virtuelle. Mais ce que je vais faire, c'est vous parler un petit peu de la remédiation cognitive et on pourra en discuter un peu plus avec Novembre et Isabelle par après. Donc, nous, c'est une approche qui est remédiation cognitive basée sur l'action. Donc, ça se veut vraiment le plus proche possible de la réalité. Donc, ce qu'on fait, c'est on travaille avec un chercheur qui est à l'Université Queen's en Ontario, qui s'appelle Chris Bowie. Ça fait plus que 10 ans qu'on travaille avec lui. Donc, c'est une intervention où ce qu'on veut faire, c'est améliorer les capacités, ce qu'on appelle, mettons, d'attention, de mémoire, de planification, de cognition sociale. Et ce qu'on fait, c'est à l'ordinateur, on a une plateforme, puis on fait ça en groupe. Et donc, on invite le groupe à faire chacun son compte sur une plateforme qui s'appelle Happy Neuron. Et les gens vont faire des activités pendant, mettons, 15-20 minutes. Au début, on présente un peu c'est pourquoi on fait ça, c'est quoi l'objectif là, de la séance aujourd'hui. Et ensuite, ce qu'on fait en groupe, donc on est, mettons, c'est sur Zoom, comme ce soir. Donc on est sur Zoom en groupe, on en discute, il reste sur Zoom, mais ils vont faire leur activité sur une page web, ailleurs, sur une plateforme pendant, mettons, plusieurs minutes. Ensuite, on revient,
on fait une discussion de groupe sur des stratégies. Puis les stratégies, c'est comment tirer le mieux de ce qu'on a, autrement dit. Mettons, en termes de mémoire, c'est comment on peut, y a-t-il des trucs, y a-t-il des choses qu'on peut faire pour tu sais, se rappeler plus d'informations, mettons. Fait qu'on fait cette conversation-là de groupe. On veut vraiment solliciter là, mettons, les idées, les opinions là, de tout le monde. On va retourner faire des activités après toujours sur la même plateforme. Et ensuite, on va conclure avec ce qu'on appelle une activité de transfert, c'est-à-dire qu'on va simuler une activité, mettons, de la vraie vie, si on veut, et on va montrer le lien entre, mettons, on a travaillé aujourd'hui, mettons, les habiletés de planification, et là, l'activité de vraie vie, c'est comme une carte, puis on doit faire 4 courses, mettons, c'est comme une petite ville, puis on a 4 courses à faire, puis là, on doit trouver le chemin le plus efficace pour passer de A à B à C à D. Et donc là, l'idée, ça demande de la planification. Puis là, on va montrer vraiment de quelle façon une tâche du quotidien, c'est ça qu'on a travaillé juste avant. Fait qu'on encourage, puis les tâches deviennent souvent, mettons, les exercices sur le web, ces choses-là deviennent de plus en plus difficiles. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on encourage les gens à avoir de la difficulté à faire une tâche, puis à ne pas abandonner. Puis ça, on pense que c'est l'ingrédient tu sais, vraiment actif qui est important. C'est ça ici un peu. Nous, ce qu'on pense, c'est que c'est pas le fait d'améliorer, mettons, l'attention ou la mémoire, tu sais, qui va tout changer dans la vie d'une personne. Ce qu'on pense, c'est que plus qu'on a de difficultés cognitives, plus qu'on a tendance à éviter les tâches qui ont l'air difficiles. Puis plus qu'on évite les tâches qui sont difficiles, ben, plus on a l'impression d'avoir des difficultés et qu'on ne peut pas s'en sortir. Fait que c'est vraiment un cercle vicieux. Puis nous, ce qu'on fait, autrement dit, dans la remédiation cognitive, c'est de dire aux gens, là, on va travailler ça ensemble, puis là, ça va devenir dur, mais on va quand même continuer à faire ça. Puis il va se passer de quoi à un moment donné? Il va y avoir un déclic, on va finir par prendre confiance, on va finir par trouver des trucs, on en discute en groupe. Donc, l'idée, c'est qu'on encourage tu sais, fortement les gens à poursuivre, que lorsque ça devient difficile, puis moi j'ai vu, mettons, en clinique, des gens, mettons, tu sais, des formulaires à compléter, des choses, puis que difficile pour n'importe qui, là, je veux dire, à faire. Et on demande à tout le monde, puis c'est sûr que des fois, c'est beaucoup plus facile, puis ça vient baisser l'anxiété de dire, ben là, je ne le ferai pas, tu sais, je vais oublier ça, je ne le fais pas, je le cache quelque part, je m'en vais. Puis ça ne règle pas le problème. Fait que c'est ça, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut, quand ça devient difficile, c'est là que le cerveau travaille fort, puis c'est là qu'on développe tu sais, nos capacités, puis nos compétences. Fait que c'est vraiment ça, je vous dirais, en gros, là, la remédiation cognitive. Et ce qu'on fait, oups, je vais juste, c'est ça, conclure. En fait, ça fonctionne. Juste, ouais, ça, c'est juste un autre méta-analyse. Donc, c'est une 130 études sur la remédiation cognitive. Encore une fois, les carrés, plus ils sont vers la droite, ça veut dire mieux que c'est, plus l'effet de l'intervention est important, puisque ça montre c'est efficace pour la cognition, c'est efficace, ça augmente le fonctionnement. Donc, même si on travaille la cognition, on voit qu'il y a un impact sur le fonctionnement. Et en plus, en bonus qu'on peut voir en bas ici, ça a un impact favorable sur les symptômes positifs et sur les symptômes négatifs aussi. Donc, même s'ils ne sont pas du tout ciblés, le fait de mettre des gens en groupe, les faire travailler là-dessus, les faire tu sais, persister quand les tâches sont plus difficiles, il en demeure pas. C'est ça. Donc, il y a plein de bénéfices derrière ça. Puis nous, c'est ça. Donc, on fait un projet. Je vais juste conclure avec cette diapo-là. Je pense qu'il est en anglais par contre. Mais on a une étude en cours où on fait différents sites au Canada où on offre justement l'entraînement, c'est ça, la remédiation cognitive de façon, c'est ça, virtuelle pour la rendre plus accessible. Puis on forme aussi des thérapeutes de façon virtuelle, toujours avec l'idée de le rendre plus accessible. Et là, on travaille sur un nouveau projet pour le Québec, pour les cliniques de premier épisode, là, pour faire une espèce d'implantation partout au Québec, là, dans le cadre d'un projet. Donc, je vais arrêter le partage d'écran ici et je pense qu'on peut passer peut-être c'est ça, à la prochaine section de cette Oui. soirée. Ben, évidemment, on a des questions auxquelles on s'attendait, à savoir est-ce que cette étude-là, est-ce que ce projet-là de groupe de remédiation cognitive en virtuel est ouvert à tous, peu importe leur région au Québec? Éventuellement, on va aller vers ça. C'est que présentement, c'est sûr, tu sais, c'est un projet de recherche. Tu sais, moi, je travaille très fort tu sais, dans mon rôle avec le centre de recherche, puis comme chercheur,
à faire du lobbying pour qu'on ait, tu sais, que ça puisse devenir beaucoup plus accessible, ça devienne standard. Tu sais, les résultats sont là, qui montrent ça. Puis même nous, individuellement, on a vu, j'ai fait un groupe avec Isabelle, là, 2, 3 ans, puis j'ai revu quelqu'un passer ici, puis qui était tout fier de dire qu'il avait trouvé un emploi depuis, là. Tu sais, que ça l'avait, tu sais, ça avait été comme un facteur pour cette personne-là de, tu sais, de reprendre un peu confiance, de vivre tu sais, des difficultés puis du succès dans cette intervention-là. Et après ça, avait tu sais, trouvé un emploi. Donc, on travaille beaucoup pour le rendre plus accessible, mais concrètement, ce qu'on fait, on a un projet en cours là. Nous, on l'offre tu sais, au Douglas là, dans nos programmes des troubles psychotiques, donc de façon tu sais, ouverte à tous dans notre programme. Et ensuite, on a donc un autre projet qui se développe présentement, mais qui est pour toutes les cliniques de premier épisode au Québec. Donc, parce que l'idée, puis nous, ce qu'on a développé, c'est que c'est idéal pour les gens en région, pour les petites cliniques, mettons, en région où c'est beaucoup plus difficile d'avoir accès à ce type de service-là. Donc, c'est vraiment nous, je dirais, une partie de notre mission, c'est de rendre accessible ce type d'intervention-là. Et on forme aussi, donc ce qu'on veut être capable, c'est d'offrir l'intervention, mais aussi de former des intervenants un peu partout qui, eux, peuvent se l'approprier après, le faire en personne. On le fait, nous, de façon virtuelle pour le rendre accessible, mais mettons, à Sept-Îles, s'il veut faire un groupe en personne, bien, il pourrait faire un groupe en personne. Mais une fois, nous, on veut que les gens soient bien formés, compétents pour l'offrir, puis on développe comme des outils numériques pour rendre ça possible. J'ai plusieurs questions qui se Oui, défilent. oui. Est-ce que des intervenants comme ceux de la SQS pourraient être formés pour ça? Ben, moi, je pense que c'est possible. Ça serait tout à fait, tu sais, ça serait à voir, est-ce qu'il y a des enjeux? Parce que Ouais. nous, c'est pas un acte qui est réservé, c'est pas de la Mhm. psychothérapie. C'est un peu, tu sais, pour moi, c'est les. En fait, puis peut-être je dis ça parce que c'est mon propre biais là, de vouloir rendre ça accessible. Mais pour moi, c'est pas différent des groupes qui sont offerts par Phobie Zéro, Revive. C'est du groupe qui est là pour, tu sais, qui est fait pour aider. C'est très structuré, notre Mhm. truc. Donc, c'est pas. Mais quand même, pour moi, c'est quelque chose qui, ça demande un certain minimum, mais ça ne prend pas un psychologue membre de l'OPQ ou un neuropsy. C'est sûr, c'est pas avoir Isabelle comme thérapeute, c'est pas une mauvaise chose, là. C'est sûr, ça aide. Ou tu sais, novembre, tu sais, c'est excellent d'avoir des gens hautement qualifiés, mais on pense que tu sais, mais on veut juste s'assurer que les gens soient bien formés pour tu sais, que tout le monde ait la chance d'avoir du succès thérapeutique, là. C'est autant les thérapeutes. Comme thérapeute, on ne veut pas se ramasser avec un groupe où personne vient parce qu'ils ne trouvent pas leur compte, ils ne trouvent pas ça utile. Puis pour les participants, on veut que ça soit aidant, on veut qu'ils aient l'impression là, de réussir quelque chose là. Donc, en ce moment, est-ce que c'est possible de joindre le projet de recherche ou vous n'êtes pas à à une phase de recrutement? Présentement, nous, ce qui est possible, c'est pour les gens qui sont suivis au Douglas, donc au programme des troubles psychotiques, pour l'instant. Mais ensuite, comme je dis, il y a un nouveau projet qui prend forme, mais qui va ratisser plus large au Québec. Ouais. Une personne demande dans combien de temps ce serait disponible dans les cliniques de premier épisode psychotique. C'est dès qu'on est financé. Donc, on travaille sur une demande de financement. Puis, je veux dire, c'est ça, c'est pour nous, c'est le nerf de la guerre, là. Tu sais, d'un côté, on fait des projets de recherche qui sont financés par des agences, puis c'est très compétitif, c'est des taux de succès de genre de 15%. Donc, on travaille fort pour aller chercher des sous. Puis ça coûte cher aussi à faire. Comme nous, on a développé toutes sortes d'outils pour former les gens à distance. On a comme une plateforme, là, des modules vidéo, tout ça. Donc, c'est beaucoup d'investissement, qu'on travaille donc fort là-dessus. Donc, on espère d'ici 1 an, 2 ans, ça va rouler dans les cliniques de premier épisode. Et ensuite, je travaille beaucoup à faire de la représentation, à faire du lobbying pour qu'on reconnaisse l'importance de ce type d'intervention-là. Puis surtout, pour les troubles mentaux sévères où, mettons, il y a souvent l'offre de services est très différente, là. Il n'y a pas de. Tu sais, c'est souvent des services spécialisés. Donc, c'est ça, on veut rendre ça vraiment le plus disponible. Je me répète, mais c'est vraiment important pour nous là, de rendre ça disponible. C'est ça. On a quelqu'un dans le calendrier qui dit que c'est très encourageant et de ne pas lâcher votre lobbying Ah, parce que ben c'est merci. Oui, oui, vraiment merci. Ouais. C'est quoi la durée habituelle de ces groupes-là, de cette... En fait, c'est Isabelle. Peut-être Isabelle, je vais le laisser parce que je ne vais pas prendre tout le micro, là. Peut-être Isabelle Novembre, que vous avez participé, si vous voulez, peut-être répondre un peu sur les paramètres là,
C'est ça. Ouais, vas-y, mettons, Isabelle. Ouais, Oui, oui. Pourrais-vous juste, j'ai mal entendu, là, ça a coupé dans mon écouteur, juste me redire un peu c'était quoi votre question par rapport à ça? C'est quoi la durée Ouais, d'un groupe de remédiation? ouais. Oui, donc c'est une intervention qui est quand même intensive, donc qui ne se passe pas sur très très longtemps, mais quand même qui a 16 rencontres au total sur 8 semaines, si je me rappelle bien. Novembre, corrige-moi, parce que toi, tu es celle qui l'a fait, il y a quelques C'est ça. semaines à peine que c'était terminé. C'est une intervention en ce moment dans la forme que nous, on l'offre, qui est 2 fois par semaine, d'une durée de 2 heures à chaque fois. Donc, c'est quand même un bon investissement de temps. En Mais virtuel. dans ces... Comment? En virtuel. En virtuel, oui, exactement. Puis ces rencontres-là sont quand même découpées en différentes étapes. On ne fait pas 2 heures de temps d'exercice non plus cognitif, ça serait vraiment intense. Alors, il y a plein d'étapes, c'est découpé en différentes phases de ces interventions-là. Fait que ouais, ça se donne sur 8 semaines habituellement. Puis dans ces 8 semaines-là, il y a différentes phases. On va parler de différentes fonctions cognitives, on va parler d'attention, de mémoire, on va parler de fonctions exécutives, donc de planification. Puis aussi de cognition sociale, qui est intéressant aussi d'intégrer. Donc, ça va ratisser quand même assez large en termes de thèmes qu'on va aborder. Fait que c'est à peu près ça, les attentes là, de durée de temps. Je sais qu'il y a certains paramètres aussi qu'on peut modifier. Entre autres, un des ingrédients magiques de cette intervention-là, c'est d'être capable de personnaliser l'intervention aux gens qui viennent la faire. Puis pour que nous, notre façon de le faire, c'est d'avoir aussi des portions individuelles où chaque personne va pouvoir, avec nous aussi qui vont les supporter là-dedans, déterminer pour eux quels sont les objectifs sur lesquels ils aimeraient travailler, qui font du sens dans leur vie. Donc, il y a des gens qui vont, par exemple, vouloir retourner au travail, d'autres aux études, mais il y en a que ça peut être d'autres choses. Ça peut être, ben, j'ai envie de renouer avec un membre de ma famille, puis d'être capable d'avoir une interaction plaisante avec ma sœur, par exemple. Donc, en ayant des objectifs qui sont personnels, ben, ça l'aide aussi les gens à embarquer puis à tolérer des fois de faire des tâches qui sont un peu plus exigeantes ou qu'on a tendance à éviter. Donc, la portion individuelle est récurrente aussi au courant des 8 semaines. Alors, on peut aussi, il y a différentes manières de l'intégrer en fonction des différents sites, mais ça fait partie là, Ça peut du aussi modèle. être j'aimerais apprendre à faire à manger ou j'aimerais Oui, m'habituer à avoir un horaire pour pouvoir aller au centre de jour, participer à des activités plus souvent. oui. Ça pourrait être. Exactement, c'est des super bons, ça, c'est des super bons objectifs qui pourraient faire du sens dans le contexte de la remédiation, ouais. Juste me glisser que, il y a quelqu'un qui a écrit qu'à l'Institut universitaire en santé mentale, il y a un groupe de remédiation cognitive offert par des neuropsychologues pour ceux qui sont patients du secteur. Donc, renseignez-vous si vous êtes de ce côté-là aussi. J'aimerais entendre un peu Novembre. Donc, Novembre, tu es père aidante. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton expérience puis de ton approche en tant que père aidante pour des personnes qui vivent avec une schizophrénie ou une psychose apparentée? Oui, ben, moi, je suis par aidante en recherche depuis 4 ans maintenant. Ça fait deux cohortes que j'accompagne les gens dans la remédiation cognitive. La paire aidance, on s'appuie vraiment sur l'approche du rétablissement. Donc, c'est ça, c'est ce qu'on tente de faire, c'est certain. Puis, dans le cadre des groupes de remédiation, ben, je suis là beaucoup pour partager mon vécu à moi, et vraiment connecter avec les gens, puis qu'on centre tous ensemble, qu'on est ensemble dans l'apprentissage. C'est souvent ce que les gens vont nommer quand on termine ou quand on fait les focus group. Ils vont dire que ça leur a fait du bien de parler avec d'autres personnes. On entend rarement parler, tu sais, des gens qui vont oser nommer des choses vraiment précises sur leur vécu, soit de psychose ou de rétablissement. C'est pas quelque chose qui est facile de discuter. Et dans le contexte des groupes, on va souvent ouvrir un peu sur ça. Puis on va avoir du plaisir aussi autour de ça. Puis ça fait ça normalise, ça amène un certain soulagement aussi. Donc, c'est beaucoup la chose que je fais, amener des petits témoignages, des petites histoires en lien avec comment moi j'ai vécu les choses quand j'avais beaucoup de symptômes, comment j'ai vécu les choses quand j'ai commencé à me rétablir, les petites stratégies que j'avais qui m'ont aidé à, à aller mieux, puis aussi à rester à étudier, à travailler, à tout ça. C'est un peu ce que font nos pères aidants aussi, mais ici, on est dans
dans un contexte de clinique puis de recherche. Donc, c'est quoi les rôles d'une père aidante là-dedans? C'est vraiment le témoignage, puis créer la cohésion, puis partage d'expérience, créer des liens avec les participants, c'est ça? Ben, je parle vraiment en lien avec les groupes de remédiation cognitive. Au laboratoire, moi, je fais vraiment beaucoup de choses différentes. Des fois, je suis dans les comités cliniques, des fois, je suis dans des démarrages de projets. On fait vraiment plein d'affaires différentes. Mais dans le cadre des groupes de remédiation, je suis vraiment présente. Je suis comme co-thérapeute, donc j'accompagne tout le processus, puis j'accompagne les gens aussi. Pendant qu'ils sont en train de faire le groupe. Puis, on comprend que ça fait du bien d'entendre puis de parler avec quelqu'un qui vit des choses semblables à nous. Mais est-ce qu'il y a d'autres bénéfices que tu vois chez les participants par rapport à leur santé cognitive ou Ben, c'est beaucoup, je trouve, pour moi, c'est de réaliser que c'est quelque chose qui est pas fixé, que c'est quelque chose qui peut vraiment s'améliorer, qui est un processus de se pratiquer, de décortiquer les stratégies, de jaser ensemble de comment on applique ces choses-là, ce qui se passe dans ma tête, de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer au niveau cognitif, puis comment ça se présente dans le quotidien. Donc, c'est vraiment cet exercice-là qu'on fait. On identifie des stratégies, puis là, tranquillement, on se les approprie, puis ça nous donne beaucoup de courage ensuite pour s'engager dans des tâches ou des activités qui sont plus exigeantes cognitivement. j'imagine que le fait de le faire en groupe ou de le faire avec un ou une proche, pour des personnes qui voudraient faire ça comme à l'extérieur du groupe, c'est plus facilitant, ça doit aider à persévérer, j'imagine. Exactement, oui. Donc, c'est sûr que ça soutient le retour puis le maintien de nos fonctions cognitives, puis ça soutient aussi, par le même coup, notre établissement. Isabelle, est-ce que tu voudrais nous en dire un petit peu plus sur, ben, premièrement, peut-être introduire qu'est-ce que ça fait une neuropsychologue dans le domaine de la psychiatrie, mais j'aimerais ça qu'on donne des exemples vraiment au quotidien de comment la schizophrénie affecte la cognition. Oui, certainement. Ben, d'abord et avant tout, la neuropsychologie en santé mentale, le but, c'est de déterminer ou non si il y a des atteintes cognitives. Donc, oui ou non, est-ce qu'il y a des atteintes cognitives? Parce qu'on a tous des cerveaux différents. Donc, c'est pas une personne peut avoir des atteintes cognitives qui vont être très, très différentes d'une autre personne. Donc, en neuropsychologie, d'abord, c'est de déterminer est-ce qu'il y a des atteintes, puis si oui, à quel degré. Donc, tout à l'heure, Martin vous a montré des exemples de tâches cognitives qu'on peut utiliser en neuropsychologie, mais c'est avec ces tests-là ou ces tâches-là qu'on est capable de quantifier à quel point, finalement, il est difficile pour une personne de faire certaines tâches. Par exemple, se concentrer, c'est un bon exemple de ça. Ou apprendre de la nouvelle information, la mémoire, ce sont des exemples de choses qui peuvent être plus difficiles. Puis on reviendra avec des exemples plus concrets. Puis n'hésitez pas si vous avez des questions aussi. Donc, en neuropsychologie, avec cette information-là en main, à savoir si oui ou non il y a des atteintes cognitives, ben là, on a une meilleure idée de comment ces difficultés-là peuvent avoir un impact dans le quotidien d'une personne. Donc, on pourrait s'imaginer, par exemple, qu'une personne qui a eu un épisode de psychose, ça soit plus difficile pour elle de se concentrer après. Puis si l'objectif de cette personne-là, c'est de reprendre les études, ben, on sait que ça risque d'être un défi pour cette personne-là parce que souvent aux études, ben, on est assis dans une classe puis on écoute un professeur pendant vraiment, vraiment longtemps. Puis des fois, c'est passionnant, d'autres fois, c'est plus difficile de s'engager dans le matériel, tu sais, qui nous est présenté. Donc, on le sait que si une personne a des difficultés à se concentrer, ben, ce contexte-là peut être difficile pour elle. Donc, en neuropsychologie, notre rôle, ça va être aussi de suggérer des pistes de solutions pour que ça se passe mieux. Parce que c'est pas parce qu'on a une difficulté ou parce qu'il y a un déficit dans une des fonctions qu'on peut plus l'utiliser, qu'il n'y a plus rien à faire, que c'est terminé. Pas du tout. On a des capacités remarquables d'adaptation. Puis la neuropsychologie nous permet d'abord, tu sais, de tracer un profil de force puis de faiblesse, puis ensuite de ça, de se diriger vers qu'est-ce qu'on peut faire maintenant avec ça pour avoir une vie plus satisfaisante, un fonctionnement qui est plus fluide. Euh, donc ça serait en gros à quoi ça sert la neuropsychologie. Puis c'est vraiment un service qui est très personnalisé. Donc c'est vraiment une personne à la fois, tu sais, de vraiment pouvoir contribuer
aux personnes qui viennent en neuropsychologie à mieux se connaître, à mieux connaître dans quoi sont bons, qu'est-ce qui est plus difficile, puis de voir, ben, s'il y a des choses plus difficiles, comment on arrive finalement à contourner ces difficultés-là en s'appuyant sur ce qui va bien, ce qui est bien préservé, ce qui fonctionne bien. Euh, donc, ça sert à ça, en gros, la neuropsychologie. Il y a, euh, il y a des questions par rapport à, ben, c'est quoi les domaines cognitifs qui sont atteints, hein? C'est un peu ça la deuxième question que vous avez posée. Martin nous a montré plusieurs bulles tout à l'heure avec plein de fonctions cognitives qui peuvent ou non être atteintes chez des gens qui ont des conditions psychotiques. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très hétérogène. Donc, comme je disais tantôt, d'une personne à l'autre, ça ne veut pas dire qu'une personne a des problèmes de mémoire, mais que l'autre va en avoir. Ça se peut que les difficultés, il n'y en ait pas, ça se peut qu'ils soient ailleurs. Donc, c'est très hétérogène. Mais il y a des grandes tendances. Donc, il y a des choses qu'on retrouve le plus souvent chez des gens qui ont eu des épisodes de psychose. Un d'entre eux, c'est la capacité à se concentrer puis à être vigilant. Donc, justement, on avait l'exemple tantôt d'être en cours, d'être capable de porter attention, de focusser son attention sur l'interlocuteur, d'essayer de résister aux distractions dans notre environnement. Ça peut être quelque chose qui peut être plus difficile. Une autre chose qui peut être plus difficile, c'est ce qu'on appelle la mémoire de travail. Ça, c'est un peu drôle, ce mot-là, parce que finalement, c'est pas tant de la mémoire, c'est beaucoup plus notre capacité à avoir un espace temporaire où on va garder de l'information pour faire une tâche. Puis un exemple de ça, c'est, je sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui aiment ça faire des casse-têtes, mais quand on fait un casse-tête, souvent, quand on cherche nos morceaux de casse-tête qui sont éparpillés partout sur notre table, ben, il faut garder dans notre tête une image globale du casse-tête qu'on veut faire. C'est ça la mémoire de travail, sa capacité à garder de l'information dans notre tête pour faire une tâche. Donc ça peut être aussi une fonction qui est plus atteinte. La mémoire, c'en est une, on en a parlé tout à l'heure. La vitesse à laquelle on peut déclencher puis exécuter les tâches peut parfois être ralentie, que ça soit parce que ça correspond à la condition en tant que telle. Des fois, c'est aussi un peu l'impact des médicaments qui peut avoir, qui peut jouer sur ça. Et un d'autres groupes de fonctions qui sont les fonctions exécutives, donc la capacité à résoudre des problèmes, des fois à trouver d'autres stratégies pour résoudre nos problèmes, donc de se désengager d'une façon de faire qui marche moins bien pour en explorer d'autres. Puis enfin, puis là, je vous fais une longue liste, hein, ça ne veut pas dire que c'est tout ça, encore une fois, là, tu sais, qui peut porter problème. Au contraire, là, c'est, comme je vous dis, c'est très hétérogène. Mais un autre domaine de la cognition, c'est ce qu'on appelle la cognition sociale. Martin en avait parlé un petit peu tout à l'heure, mais ça peut être, par exemple, reconnaître les émotions chez les autres, être capable de bien se mettre à leur place, analyser les expressions faciales pour nous donner de l'information sur comment l'autre se sent. Donc, tout ça, ce sont des domaines où on peut ou non finalement voir des atteintes puis qui ont évidemment un impact dans la vie de tous les jours. Donc, je ne sais pas si... Mhm. Donc, la cognition sociale, donc un peu comme les personnes qui vivent avec la schizophrénie peuvent avoir des enjeux semblables aux personnes autistes qui... intéressant. Ben, oui, ben c'est ça, tu sais, dans la détection, tu sais, des émotions, la capacité à se mettre à la place de quelqu'un d'autre, effectivement, on peut voir ça dans différentes conditions. Puis chez certaines personnes qui vivent avec la schizophrénie, ça peut être plus atteint ou pas. Ça va vraiment dépendre et varier d'une personne à Ouais. l'autre. Quand on parle de fonction cognitive, on s'entend les personnes qui ont déjà un TDAH. C'est encore plus difficile, j'imagine, là. Ouais, ben ça se surajoute là finalement. Un TDAH, c'est une condition qu'on appelle neurodéveloppementale, donc on est aussi avec cette condition-là, ça nous accompagne souvent depuis qu'on est petit. Donc quand plus tard dans notre vie, on va faire un épisode de psychose, puis là il peut avoir des choses qui découlent, donc qui surviennent après la psychose, ben là effectivement ça peut arriver en parallèle des difficultés qui existaient avant. J'ai quelques questions ici. Par rapport au groupe dont on parlait tout à l'heure, est-ce que la personne doit être volontaire? J'imagine, mais bon, bref, je vous entends. Est-ce que la personne doit être volontaire pour participer à ce genre d'activité ou est-ce que ça peut se faire même si la personne n'est pas intéressée ou avec une forte résistance? Mhm. Ouais. Ben, Martin, vas-y. Ah, non, ben vas-y, OK, vas-y. OK. C'est une première Ben, partie, là. Vas-y. Ben, comme on disait tantôt, c'est qu'un des ingrédients un peu magiques de cette intervention-là, c'est d'être capable d'individualiser l'intervention à la personne, à ses buts, à ses objectifs. Fait que si la personne, ça ne tente pas de le faire, ça va être beaucoup plus difficile de s'engager dans un processus comme ça. En plus que des fois, les tâches qu'on va faire dans la remédiation cognitive sont difficiles au début. Ça nous prend comme un peu de motivation puis du courage. Donc, c'est
sûr que ça prend une forme de motivation pour s'engager dans un processus comme ça. Tout à fait. Permets, Tania, juste rajouter là, bon, mon petit point de vue là-dessus, là, c'est ça, je dirais, autant pour ces groupes-là, que tout ce qui est intervention, mettons, de la psychothérapie, tu sais, je suis psychologue, j'en fais beaucoup, j'en fais plus dans le passé là, qu'aujourd'hui, mais tu sais, il faut que la personne soit intéressée, tu sais, il faut que le timing soit bon. On veut pas, tu sais, il ne faut pas que ça ressemble à un traitement de canal. Puis souvent, je dis, si c'est entre aller chez le dentiste puis venir me voir, c'est la même chose. Tu sais, c'est pas un bon moment. Ça veut dire que peut-être un jour, puis on va voir, mais il faut qu'il y ait un intérêt pour travailler là-dessus. Et parfois, c'est le problème, c'est juste les croyances, c'est de penser que ça peut pas aider, ou une personne pense qu'il n'y a rien à faire avec elle. C'est ça, donc l'idée. Puis c'est parfois, il n'y a pas il semble pas y avoir de motivation parce que la personne ne peut pas se projeter, dire oui, je pourrais peut-être aller mieux, je pourrais peut-être tu sais, travailler à temps partiel, je pourrais peut-être faire de quoi. Puis l'idée, c'est que soit que ça amène de l'anxiété, dire, ben, faut que je lance, il faut que je sorte de la maison, il faut que je sorte du sous-sol, il faut que je fasse de quoi. C'est ça, donc c'est vraiment important, tu sais, la motivation tout ça. Puis il faut pas que ça soit, tu sais, quelque chose de douloureux, difficile. Il faut que ça soit quelque chose de, tu sais, qui va être stimulant puis le fun tu sais, pour la personne. Puis nous, on est beaucoup là-dedans. On essaie de rendre ça le plus, tu sais, intéressant possible. Puis entre autres, pour la remédiation, tu sais, bien comme Novembre parlait tantôt, parfois la discussion va aller vers des symptômes, des choses comme ça, mais l'intervention n'est pas sur les voies, elle n'est pas sur les idées de persécution, elle n'est pas sur les... On ne parle pas de psychopathologie ou de symptômes comme tel, on parle de santé cognitive, puis comment l'améliorer, puis dire que c'est quelque chose qui peut être changé. C'est un facteur qu'on appelle malléable, donc qui peut être amélioré. Mais parfois, puis avec mettons, la présence de novembre, mais ça peut inviter un peu à dire, ben, c'est quoi le lien avec... parce que c'est sûr, si je souffre d'un délire de persécution, je ne sors jamais, j'ai zéro stimulation. Tu sais, moi, j'ai vu des gens qui, tellement peur de sortir, qui ne faisaient rien le jour pour pas qu'il y ait gens qu'on puisse voir que l'électricité est utilisée. Puis tu sais, c'est zéro stimulation tu sais, comme environnement. C'est sûr que ça ne va pas aider là, tu sais, pour les capacités cognitives. Donc, c'est vrai que des fois, ça va arriver, mais de façon tu sais, naturelle. C'est pas qu'on ne dit pas, bon, aujourd'hui, on va parler de vos voix, tout le monde. Puis on n'est pas du tout là-dedans. On est vraiment dans quelque chose tu sais, qui se veut différent, qui se veut vraiment orienter vers, ben, voici quelque chose qu'on peut améliorer, puis qui est pas, puis tout le monde a des difficultés cognitives. Tu sais, moi, le premier, là, toutes sortes d'affaires qui vont m'échapper, des troubles de mémoire, je ne reconnais pas, des noms, je me rappelle. Tu sais, ça arrive à tout le monde, là, mais tu sais, il y a de quoi qu'on peut faire, il y a des stratégies là, qu'on peut, tu sais, mettre en place, puis c'est ça un peu le but là, de ce groupe-là. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il faut avoir une petite graine de motivation et d'espoir Oh, pour entamer. c'est ça. Novembre, Oui. j'aimerais ça t'entendre. Est-ce qu'il faut absolument que la personne en soit à l'étape de reconnaître la maladie tu sais, ou est-ce qu'il y a des choses qu'on peut travailler au quotidien dans ces ateliers-là sans qu'on soit nécessairement dans la pleine reconnaissance du fait qu'on vit avec un trouble de santé mentale? Je pense que oui. Je pense que c'est possible. Sûrement que ça peut aider d'avoir une bonne idée de où est-ce on se situe. Mais comme le disait Martin, ces groupes-là sont vraiment orientés sur des tâches très simples. Et ensuite de ça, on fait des liens avec le quotidien. Donc, on n'est pas du tout dans le travail sur les symptômes. C'est souvent dans les partages, dans les échanges avec les gens que ça peut être nommé. Puis là, on va échanger, on va aller vers eux, mais c'est pas quelque chose que le programme est pas développé comme ça. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui demande si la remédiation cognitive est possible même avec des symptômes positifs persistants ou si ces symptômes-là doivent être traités avant. Hmm. Je laisserai. Martin ou Isabelle? Oui, ben, Isabelle, vas-y. Oui. Tu pourras. Ben, en Euh, fait, c'est ça, tu sais, il n'y a pas de
problème. On avait beaucoup de participants dans le passé qui avaient des symptômes positifs qui participaient à l'intervention. C'est que c'est hétérogène aussi l'intensité des symptômes positifs d'une personne à l'autre. Fait qu'il faut quand même que la personne se sente capable et en mesure de se déposer devant un ordinateur pendant 2 heures de temps, ce qui n'est pas rien, ou au moins avoir l'intention de le faire pour en bénéficier au maximum. Fait que, tu sais, dans la mesure où ça accompagne souvent aussi de manière chronique certaines personnes des symptômes positifs. Donc, quand ça fait partie d'un tableau qui est chronique, qui est là depuis longtemps, ça fait un petit peu partie de ce qui nous accompagne. Ben oui, tout à fait, c'est possible à faire cette intervention-là. Ça devient plus un obstacle dans la mesure où ben là, c'est moins possible de, tu sais, de faire l'intervention ou de s'engager dans l'intervention. Là, c'est là que ça deviendrait une limite. Mais sinon, dans les faits, là, par exemple, entendre des voix, même si ça se passe durant la remédiation cognitive, on peut la faire quand même. Il y a quelqu'un qui demandait si, parce que de ce que je comprends, votre projet de recherche est pour les premiers épisodes psychotiques. Est-ce que, non, pas Celui nécessairement. en cours, c'est tout le monde. OK. Tout le monde, là. Donc, mais qui font partie de notre programme des troubles psychotiques. Donc, ça va de la clinique premier épisode à nos cliniques externes, unités d'hospitalisation. Donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde au Douglas, là, Puis, est-ce que la remédiation cognitive est plus efficace chez les personnes avec un problème des épisodes psychotiques ou ça peut aussi fonctionner pour les personnes dont l'état c'est plus chronicisé? Oui, en fait, c'est ce que la recherche démontre, c'est que c'est utile pour tout le monde, puis même des gens, tu sais, ce qu'on voit vraiment intéressant, c'est qu'il y a des gens qui ont des atteintes cognitives importantes, tu sais, qu'on peut objectiver avec les tâches neuropsychologiques, mais on voit des gens qui ont vraiment pas beaucoup d'atteintes, là, qui sont assez, tu sais, assez performants, puis que c'est ça, puis eux, c'est l'évitement encore, tu sais, c'est qu'on vient travailler l'évitement des tâches collectives. C'est pour ça que nous, on pense qu'il y a une place pour tout le monde là-dedans. On fait aucune sélection dans le sens où on n'est pas, tu sais, ben là, il faut avoir tu sais, avoir tel problème de mémoire, mais pas de voix. Tu sais, on prend, tu sais, on rend ça vraiment avec le moins de critères d'exclusion possible. C'est vraiment, tu sais, tout le monde. Puis du côté, mettons, dans l'axe ou la dimension capacité cognitive, je pense qu'il y a un potentiel pour tout le monde d'en profiter. Qu'on ait des bonnes capacités a priori ou non, il y a un potentiel là, pour en profiter. C'est- Isabelle, tout à l'heure, tu parlais de cognition sociale. J'aimerais savoir, est-ce qu'on, de ce que je comprends, on peut la travailler. J'aimerais savoir comment comment vous la travaillez ou comment elle peut être travaillée. Oui, ben on peut prendre justement l'exemple du projet de remédiation cognitive ou de l'intervention dont on parle aujourd'hui. On a tout un module complet sur la cognition sociale qui dure novembre, peut-être 2 semaines de temps. C'est au moins 4 ans, au moins 4 séances sur la cognition sociale, si je me rappelle bien. Euh, Puis dans c'est ça, novembre, je me Je pense trompe que pas, hein? oui, oui. Ouais. Donc, dans les manières qu'on va aller regarder ça, donc premièrement, on va parler de c'est quoi. Tu sais, pour être capable de travailler sur quelque chose, premièrement, il faut comprendre c'est quoi. Puis ensuite de ça, dans les activités qui sont proposées de remédiation cognitive, je souris parce que moi, un de mes blocs préférés de cette intervention-là. On a eu tellement des beaux moments avec des participants parce qu'entre autres, une des choses qu'on va aller travailler, c'est notre ton de voix. Tu sais, des fois, ce qu'on peut voir, c'est que notre ton de voix, après une psychose, peut être un petit peu plus régulier. Tu sais, il va y avoir moins d'inflexion, si on veut, moins de changements dans la dynamique de la voix, dans l'intensité, dans le plus aigu, plus grave. Donc, une des choses qu'on pratique, c'est de lire certains extraits ou d'avoir des échanges, soit d'abord entre les intervenants, puis ceux qui font la remédiation, puis se pratiquer à avoir ces interventions-là. Ça, c'est une Théâtre. des choses qui est Comment? C'est presque du théâtre. C'est presque, puis c'est exactement ça, parce qu'il y a une autre chose qu'on fait, c'est que chacun de notre côté, on a, disons, on est sur Zoom, puis là, chacun reçoit comme une émotion dans le chat, puis on essaye avec notre visage, notre non-verbal, de communiquer c'est quoi cette émotion-là, puis les autres essaient de deviner sans réellement savoir qu'est-ce que la personne essaie de nous communiquer. Des fois, ça marche bien, des fois, c'est plus difficile de savoir. Puis après ça, nous, en groupe, ce qu'on fait, c'est qu'on décortique tous ces éléments-là. Comment qu'on fait pour savoir que quelqu'un est fâché? On regarde les yeux, on regarde la position de la bouche, on va regarder le ton de la... Donc, ce type d'intervention-là nous permet d'un peu d'aller décortiquer ces éléments-là. Et, tu sais, idéalement, dans le but de pouvoir, après ça, dans notre vie de tous les jours,
transférer cette analyse-là dans un contexte qui fait du sens pour nous. Par exemple, dans l'exemple que je donnais tout à l'heure d'une personne qui voudrait tisser des liens avec sa famille plus proche, ben, est-ce qu'ensemble aussi, on peut trouver quoi dans l'intervention peut nous être utile dans quel contexte? Fait que ça pourrait être une idée dans le contexte de la remédiation, de comment qu'on pourrait aborder ça. C'est génial. Ça a l'air assez ludique pour donner le goût d'y aller. Ah, on a tellement eu de fou rire autant avec les participants quand tout le monde qui faisait l'intervention, c'était vraiment bien, là. Super. J'aimerais savoir, est-ce que, Isabelle, tu voudrais me donner des stratégies pour aider un proche à maintenir une bonne santé cognitive? Un proche, OK, un Oui, proche ben, plus. tu sais, si là, dans notre auditoire, on a beaucoup de personnes qui sont des Oui, d'une personne qui vit avec une schizophrénie ou une psychose apparentée. Puis, ben, j'imagine oui, que ces personnes-là veulent aider oui, à oui. améliorer la santé cognitive. Donc, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Oui, pour leurs proches, en fait. Pour Oui, eux-mêmes aussi, ils peuvent utiliser certainement ces absolument. stratégies-là. Mais tu sais, je pense que d'abord, ça passe par qu'est-ce qu'on entend par une santé cognitive. Si ce qu'on entend par une santé cognitive, c'est notre capacité à aller déployer puis utiliser nos capacités cognitives de manière fluide pour s'engager dans les activités qui nous tentent, ben alors là, la remédiation cognitive, oui, c'est une option, mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire aussi pour mobiliser nos capacités cognitives. Si on passe par une évaluation neuropsychologique individualisée, ben là, on va savoir vraiment bien pour une personne, par exemple, qui a des problèmes de mémoire, et dans quel, euh, dans quelle sphère exactement de la mémoire le problème arrive, puis là, on peut faire des recommandations spécifiques. Fait qu'on peut passer par une évaluation neuropsychologique pour avoir vraiment comme un découpage plus précis, mais de Ça, manière, c'est seulement au privé dans notre système de santé actuel. Est-ce que les dans le personnes peuvent avoir accès au public aussi? Oui, ben, vous voyez, moi, je travaille, entre autres, là, à l'hôpital Douglas comme neuropsychologue clinicienne. Puis je vois des personnes qui sont atteintes de différentes conditions psychotiques. Donc oui, c'est tout à fait possible d'y accéder. Les Faut-tu mécanismes demander? d'accès. Oui, il faut demander, souvent, il faut être référé par le médecin, un psychiatre, il faut avoir une référence pour l'évaluation. Mais ça, c'est un mécanisme d'accès. Via les guichets d'accès en santé mentale pour accéder à ça, c'est une des options. Puis l'autre, donc ça, c'est dans le secteur public. Dans le secteur privé aussi, là, il y a possibilité de le faire. Mais il y a des accès dans le secteur public. C'est juste qu'il faut avoir les bons mécanismes d'accès. Ben, c'est une bonne nouvelle Euh, parce que c'est plutôt dispendieux au privé. Donc, ben c'est oui, bien tout à de fait. travailler Oui, oui, ouais, non, je comprends. Donc, c'est ça. Donc, dans les autres façons, finalement, tu sais, d'optimiser, si on veut, notre santé cognitive, si on pense d'abord à la psychose, ben, une des choses à prioriser, c'est la médication. Donc, travailler en collaboration avec une équipe médicale pour se faire accompagner, dans le choix de la bonne médication pour nous, comprendre à quoi elle sert, puis comment la prendre aussi. Donc, si la santé cognitive veut dire être capable de bien utiliser notre cerveau, nos habiletés cognitives, ça peut passer par un traitement qui est pharmacologique, si on veut, d'avoir un bon accompagnement médical de notre équipe. L'autre chose aussi qui est beaucoup en lien avec la remédiation cognitive, c'est de rester mentalement actif. Ça, c'est pas facile toujours de faire ça. La remédiation cognitive, c'est une manière de le faire, mais il y en a plein d'autres façons de rester stimulé dans notre quotidien. Lire, faire quelque chose qui présente un défi pour nous, un casse-tête, par exemple. Pour moi, c'est quand même un défi. Ça serait une façon de me garder stimulé. Fait que d'une personne à l'autre, ce qui va nous faire sentir stimulé va pas être nécessairement la même chose. En comparaison, écouter la télé, c'est un peu plus passif, c'est moins stimulant. Donc ça va être un exemple de chose qui va peut-être être un peu moins stimulant comparativement à un autre type d'activité. Puis l'autre chose, On pourrait, bon, il y a les mots croisés ou sudoku ou des trucs comme ça, mais j'imagine que hey, même faire une recette, vu que ça demande de la planification, oui, on pourrait faire une recette avec un proche pour oui, éviter de s'en brûler. oui. Tu sais, c'est sûr que Les si on... étapes. Oui, c'est ça, pas faire brûler. Ça, c'est moi. Puis tu sais, c'est sûr que si on a de la motivation, ça nous aide aussi à aller faire des choses qui sont plus difficiles pour nous. Fait que, tu sais, des fois, tu sais, d'avoir
avoir l'idée de, ben, on va partager un bon repas après, ça peut faire en sorte qu'on a plus le goût de faire une recette difficile. Tu sais, si on a une motivation, ça peut nous aider à aller s'engager un petit peu plus. Mhm. Puis peut-être une dernière chose pour maintenir une bonne santé cognitive, on a tout ce qu'on a parlé un petit peu aussi tout à l'heure qui est par rapport à l'hygiène de vie. Tu sais, contrôler les conditions médicales, diabète, hypertension, c'est des exemples de ça. Bien manger, des fois c'est difficile de bien manger aussi quand on a une condition psychotique, on a des restrictions aussi budgétaires, c'est très cher, l'épicerie aussi en ce moment. Des fois, on peut être accompagné par des nutritionnistes, par des professionnels qui peuvent nous guider, nous, personnellement, vers des idées de comment bien s'alimenter. Dormir. Dormir, le sommeil est très important pour la santé cognitive. Je ne sais pas combien d'entre vous ont déjà fait une expérience de ne pas dormir vraiment bien une nuit, puis le lendemain matin, se sentir comme dans un flou, là, d'avoir de la misère à être disponible, attentif, puis par ricochet, avoir difficulté à apprendre des nouvelles choses, à utiliser notre mémoire. Donc, bien dormir, c'est aussi important. Se tenir actif, faire l'exercice peut aussi être positif. Donc, comme vous voyez, il y a plusieurs façons aussi d'aller optimiser notre santé cognitive. En plus de la remédiation cognitive, il y a d'autres opportunités. On avait une conférence sur la réactivation, les proches peuvent aussi offrir à la personne d'aller faire un tour de bloc, là, c'est pas obligé d'aller, ou de se rendre au Tim Oui, Hortons pour aller boire un café ensemble, ben ou oui. juste pour, Oui, puis l'interaction sociale aussi est quelque chose qui peut être stimulant en soi, là, qui peut être, quand on y pense, avoir une conversation avec une autre personne, c'est une activité qui est quand même compliquée. Il faut suivre le sujet, il faut penser à qu'est-ce qu'on a envie de contribuer dans la conversation, il faut s'adapter, il faut essayer de résister quand on est au Tim Hortons, il y a plein de gens, il y a plein de bruit, il faut essayer de pas trop porter attention à ça. Il faut faire des sélections. Il y a plein de choses délicieuses à manger au Tim Hortons. Donc, tu sais, il y a plein de, aussi dans l'interaction sociale, il y a plein de choses aux alentours qui peuvent être aussi stimulantes, bien sûr. novembre. Comment est-ce que tu gères ça justement dans la co-animation? Tu co-animes dans le fond Oui, en le- général, on est une équipe de 3 personnes. On a quelques personnes qui peuvent nous relayer si quelqu'un doit s'absenter, mais on est pas mal toujours 3 personnes quand on anime le groupe. Ok. Puis, euh, puis, comment je ferais dire ça? Euh, si on revient aux proches de tout à l'heure, comment est-ce que tu vois que le soutien social, que ce soit la famille, les amis, le groupe de soutien, les ressources communautaires, comment ça peut avoir un impact positif chez les personnes qui vivent avec une schizophrénie? Ben, c'est sûr que quand ces expériences-là sont positives, le soutien social, ça nous donne vraiment de la force, du courage, ça peut apporter de la joie, du plaisir, ces choses-là. Quand c'est moins facile, je pense que c'est important qu'on persiste quand même parce que, comme on l'a mentionné quelques fois, l'isolement, c'est vraiment néfaste aux fonctions cognitives. Donc, moi, ce que je suggère aux gens, c'est vous pratiquer. S'il y a des défis, avec votre famille ou les amis ou même les collègues, si c'est pas facile puis que le désir de se retirer est présent, allez vous pratiquer allez vous exercer dans des groupes de soutien, des groupes comme le groupe de remédiation, mais aussi dans les ressources communautaires pour développer, pratiquer des stratégies qui vont vous aider ensuite dans la vie personnelle et professionnelle. C'est important de rester de se mettre un peu au défi, puis de rester en mouvement puis en action, de ne pas s'isoler parce que c'est à ce moment-là, à un moment donné, ben, les capacités diminuent puis ça devient de plus en plus difficile. Donc, en fait, des organismes dans la région de la personne qui offrent des activités, des centres de jour ou Parfait. des activités avec par aidant ou même des activités où est-ce que ce serait possible d'avoir des activités mixtes entre l'entourage et la personne, ça pourrait vraiment être bénéfique sur plusieurs plans, c'est ça? Oui, vraiment. Puis moi, je pense que, comme on l'a mentionné un peu tout à l'heure, la motivation est importante. Donc, de faire un peu une petite recherche, de savoir qu'est-ce qui va m'apporter du plaisir, qu'est-ce qui va vraiment me donner le goût d'y aller, tu sais, de me donner le goût de sortir. Trouver au moins une petite affaire qui fait comme, ah oui, ça me tente vraiment, puis d'y aller pour ça. Puis après ça, ben, de faire confiance que on va être un peu dérangé, peut-être stimulé, on va découvrir des nouvelles choses, on va pratiquer un peu des stratégies et que ça va nous aider ensuite possiblement dans les contextes sociaux qui sont moins faciles. Ça, j'imagine que les proches peuvent vraiment aider à faire ça parce qu'ils connaissent la personne depuis peut-être longtemps, puis peuvent. Est-ce que les intérêts avant un premier épisode psychotique peuvent servir
d'amorce pour aller chercher les intérêts actuels de la personne ou est-ce que ça change vraiment? Je pense que oui, mais comme on le mentionne souvent, le processus de rétablissement, c'est pas nécessairement retourner à ce comment on était avant, hein. C'est de vraiment voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je vis en ce moment, comment tout ce qui est en train de se passer transforme la personne que je suis, puis ça peut vraiment amener à découvrir des nouveaux aspects de nous-mêmes. Donc, je pense que pour les proches, c'est d'être curieux de ça, puis de demander à la personne, c'est quoi que tu as besoin en ce moment? C'est quoi qui fait du bien en ce moment? Je pense que quand on vient de vivre un épisode psychotique, euh, il y a beaucoup de sensibilité, puis des fois, les gens, parce que c'est pas visible, les gens vont comme un peu oublier ça, mais si quelqu'un avait un cancer ou si quelqu'un avait vient d'avoir un accident de voiture, on aurait cette sensibilité-là un peu plus. Donc, je pense que c'est important de demander à la personne c'est quoi qu'elle a besoin de partir de son ressenti, puis d'augmenter les défis lentement en respectant son rythme. Hmm, OK. Donc, en fait, pas tomber dans le piège de retourner exactement à ce que la personne était avant, mais plutôt de vraiment voir avec ce qu'elle est aujourd'hui, avec l'énergie qu'elle a, l'attention qu'elle a, ce qui lui ferait plaisir, puis ce qui lui donnera envie de se mobiliser. C'est ça? C'est une grande traversée, vivre un épisode comme psychotique. Donc, on est forcément transformé par ça. Puis il y a quelque chose d'autre, il y a quelque chose de beau de l'autre côté, ce qui peut être très différent de ce qui était avant, mais qui est positif aussi. C'est une question qui est très large, qu'on pourra probablement pas couvrir ce soir, mais j'ai une question j'ai une personne qui a une curiosité là-dessus, donc peut-être que vous pourriez aider à répondre. Qu'est-ce qui déclenche un premier épisode psychotique? C'est très complexe. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent déclencher un épisode psychotique. Est-ce que Martin et Isabelle voudraient ajouter un peu de science là-dedans? Oui, mais Isabelle, je sais pas si tu veux Oui, commencer pour enchaîner. oui, oui. Ben, effectivement, comme disait Maman, c'est super complexe, hein. Il n'y a pas, tu sais, une seule raison qui peut expliquer pour tout le monde comment ça se passe. Il y a des gens qui, sur le plan génétique, vont avoir certaines vulnérabilités qui vont finalement, même malgré la vulnérabilité, s'ils vont jamais avoir d'épisode de psychose dans leur vie, d'autres que oui. Puis l'élément déclencheur va avoir l'air d'être une situation ou un stress, ça peut certainement contribuer, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, puis multifactoriel. Donc, non seulement souvent les gens vont avoir une prédisposition, une vulnérabilité, que ce soit génétique, à avoir un épisode de psychose, mais après ça, à savoir exactement qu'est-ce qui amène ça, c'est très difficile. Pour beaucoup de gens aussi, ce qu'on voit, c'est une période précurseur, donc une période qu'on dit aussi dans le jargon de prodrome, là, une période finalement où tranquillement, il y a des symptômes qui se mettent graduellement en place, puis c'est tellement graduel qu'on ne peut pas nécessairement identifier, ben voici qu'est-ce qui a déclenché la première psychose exactement. Il y a des choses qui n'aident pas quand on a une vulnérabilité à avoir la psychose, par exemple, certaines consommations de drogue peut ne pas aider. C'est rarement aidant, la drogue pour notre système, mais ça peut être quelque chose qui contribue à l'expression de la maladie, mais il y en a plusieurs autres aussi. Je suis certaine que nos autres panélistes pourront se prononcer, mais on peut penser au stress, on peut penser à plein d'autres éléments aussi qui vont venir faire exprimer un petit peu cette vulnérabilité-là. Mais c'est difficile à répondre de manière très précise parce que ça dépend tellement d'une espèce de toile de facteurs, si on veut, qui vont tu sais, qui vont mutuellement s'influencer, si on veut. Ouais, peut-être j'aimerais, c'est ça, je pense que tu as bien résumé, c'est ça, il y a un aspect peut-être, on va dire, neurobiologique à ça. Donc, le fait d'avoir, mettons, un parent qui est aux prises avec un trouble mental sévère, ça confère une plus grande vulnérabilité, mais quand même, c'est pas élevé, là. On n'est pas dans le 50%, loin de là. C'est dans les 8, 9, 10% peut-être tu sais, de risque là, d'avoir à son tour. C'est qu'un enfant d'un parent qui a un trouble mental sévère, c'est ça. Donc, les risques sont petits, mais il y a beaucoup de côté social, c'est-à-dire donc les événements stressants de la vie, les traumas en bas âge aussi. Donc ça, c'est des facteurs qui viennent comme fragiliser la personne. Puis ça prend des stresseurs ensuite un peu plus tard, là, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de facteurs comme ça. Puis il y a l'isolement. Puis aussi, à l'inverse, il y a probablement il y a des facteurs qui protègent aussi.
c'est-à-dire d'avoir un bon réseau social, d'avoir du support, vivre dans la sécurité alimentaire, ça, tu sais, c'est aidant, je veux dire, des choses de fondamentales qu'on peut prendre parfois pour acquis. C'est des facteurs là, qui viennent protéger. C'est ça, on ne se fait pas du souci, est-ce qu'on va dormir au froid, au chaud, est-ce qu'on va manger? Ben ça protège aussi, là. Mhm. Merci pour la personne qui a posé. Oui, Novembre? Ben, moi, j'ai juste envie de dire que après plusieurs années de mon rétablissement, j'ai un regard sur comme qu'est-ce que j'ai vécu. Puis, tu sais, tous les facteurs, presque tous les facteurs qu'on a nommés étaient présents dans mon cas. Des traumas d'enfance, une transition à l'âge adulte qui amène beaucoup de pression, des stress économiques, de la consommation, tout ça était présent. Donc, c'est pour... Pour la personne qui a posé cette question-là, si vous êtes membre, vous avez accès à toute notre collection de conférences dans la zone membre de la SQS sur notre site web. Puis assurément, on a traité de ce sujet-là plus d'une fois. Mhm. Sinon, on peut aussi parler à nos intervenants, appeler nos intervenants en journée pour discuter de la situation, puis peut-être avoir des conseils ou une écoute au moins. Martin, j'aimerais qu'on revienne un peu sur la recherche sur la santé cognitive. C'est quoi les derniers développements en lien avec les personnes qui vivent avec la schizophrénie? Ben, en fait, ce qui est plus récent des dernières années, c'est vraiment le constat du lien entre santé physique et santé cognitive, de voir vraiment que c'est pas. Et puis même, mettons, en médecine, on traite ça séparément. Et pourtant, tu sais, c'est intimement lié. Fait que j'en ai parlé un petit peu tu sais, plus tôt ce soir, mais ça, tu sais, c'est un gros morceau. Puis il y a de plus en plus, on comprend aussi de plus en plus l'impact, mettons, des antipsychotiques, des médicaments sur, tu sais, sur la santé cognitive aussi. Donc, c'est ça, je pense que mettons, les psychiatres ou médecins sont de mieux en mieux équipés pour, tu sais, s'assurer qu'il y a pas, qu'on ne va pas exacerber des problèmes là, ou empirer là, des problèmes avec des doses plus élevées, avec de la polypharmacie, donc donner plusieurs, tu sais, antipsychotiques en même temps. Fait que je dirais qu'il y a une amélioration là, de la connaissance, là, c'est ça, Ok, sur donc, je comprends. l'impact. Ouais. Par opposition, ces connaissances, ces nouvelles connaissances-là dans la recherche aident les Mhm. personnes dans leur vie de tous les jours, par exemple en n'étant pas surmédicamentés. Mhm. Y Oui, a-t-il oui, tout à fait. Ouais. Exactement, c'est ça. Donc, je pense que les doses sont plus adaptées. Il y a tu sais, des lignes directrices, puis tu sais, c'est de plus en plus implanté pour, tu sais, c'est pas parfait, là. Je parlais de dire que tu sais, le système est parfait, mais je dirais qu'il y a des améliorations de ce côté-là de façon générale. Ouais. Est-ce qu'il y a des traitements ou des approches thérapeutiques qui sont spécifiquement destinés à améliorer la cognition chez les personnes qui vivent avec une Oui. schizophrénie? Présentement, il n'y a pas de molécule, il n'y a pas un médicament qui a reçu, mettons, une indication de Santé Canada parce qu'il s'est prouvé tu sais, qu'il améliore la santé cognitive. Il y en a dans le pipeline, donc il y en a qui sont testés présentement, puis il y en a qui sont proches là, de résultats là, concluants, parce que il y a toute une série de critères qu'il faut respecter pour qu'un nouveau médicament soit reconnu. Fait qu'il y a des choses de ce côté-là qui se développent. Après ça, la remédiation, c'est une approche, mais il y a aussi il y a d'autres types d'approches, entre autres la neuromodulation, donc de stimuler là, des zones du cerveau avec ce qu'on appelle la RTMS. En fait, c'est une autre technique, là, c'est ça qui rentre dans ce qu'on appelle la neuromodulation, qui là aussi a des effets sur les symptômes négatifs, sur les symptômes positifs aussi. Fait qu'il y a beaucoup, puis entre autres l'exercice physique, j'aurais un autre, on ne l'a pas mentionné beaucoup, mais une autre façon d'améliorer la cognition, améliorer aussi la santé du cerveau, c'est par l'entremise de l'activité physique. Puis ça, c'est bien, c'est ça, mettons dans les troubles mentaux graves, dans d'autres populations, c'est l'effet est le même. Plus qu'on va s'activer, plus qu'on va faire de l'exercice, ben, meilleur que c'est pour, tu sais, pour l'humeur, pour la cognition, pour le cerveau. On le sait pour tout. Ah oui, tout à fait, c'est ça. C'est que la recette n'est pas compliquée, la recette est simple, c'est de le mettre en pratique là, qui est le défi là, parfois. Ouais. En effet. J'ai des questions par rapport au groupe à nouveau. Peut-être que j'aimerais
Avant, j'aimerais ça, Martin, qu'on juste finir sur cette idée-là. Oui. La remédiation cognitive, à quoi on peut s'attendre comme résultat pour les personnes qui vivent avec la schizophrénie? C'est quoi c'est concrètement au quotidien, qu'est-ce que ça amène comme bénéfice? Ben, c'est très, très variable. Tu sais, je dirais, tu sais, de façon, tu sais, la plus, je dirais, humble ou tu sais, nous, ce qu'on propose, c'est qu'on promet pas de miracle, on promet pas que la personne va trouver un travail après ça, mais ce qu'on promet, c'est qu'une personne qui s'investit dans cette intervention-là va vivre un succès. C'est-à-dire qu'elle va compléter, elle va faire des choses qui sont difficiles, elle va persister malgré les difficultés. Donc, ça va être, pour nous, c'est cette définition de succès. Ensuite, de quelle façon ça se répercute au quotidien? Bien, ça va être variable. Il y a des gens pour qui c'est possible que peut-être à la fin de l'intervention, il n'y a rien de concret qui a changé, mais ça sème une graine de dire, ben, peut-être que dans le fond, je pourrais tu sais, j'ai connu ce succès-là, peut-être que je peux essayer autre chose, peut-être que je peux faire une autre intervention ou un autre, m'activer ou faire du bénévolat, faire un cours, participer à un atelier. Tu sais, ça peut mener à toutes sortes de petits pas comme tel. Ben, nous, ce qu'on vend ou tu sais, ce qu'on promet, ou ce qu'on peut nous tu sais, s'engager, c'est que la personne qui s'investit, qui fait l'intervention, va vivre un succès. Parce qu'elle va faire des choses difficiles, puis elle va persister, là. Puis elle va faire des choses le fun, disons difficiles, mais en même temps, comme Isabelle décrivait. Puis novembre, il y a des choses qui sont le fun aussi, qui vont être dans un groupe, puis ça va, il y a de quoi qui se passe là, tu sais, qui rend ces moments-là agréables, là. Puis pour nous, c'est ça la définition du succès. Ce qui arrive après, ben, c'est encore mieux si ça permet de faire des gestes concrets de retour au travail, retour aux études, augmenter le niveau d'activité. Mais on montre que c'est politique, que c'est une façon d'y arriver, là. Puis après ces 8 semaines-là, c'est ça, j'ai bien compris? Ouais. 16 rencontres, 8 semaines. Après ces 8 semaines-là, est-ce que, ben, j'imagine que vous recommandez aux personnes de poursuivre pour maintenir les acquis ou est-ce que c'est quelque chose qui Ouais. se règle? C'est-à-dire qu'on invite, c'est ça, vraiment à poursuivre là, ce type d'activité-là. Puis tout le monde, une fois qu'on comprend un peu le principe, tout le monde peut se développer son propre programme là, tu sais, de faire 30 minutes le matin, tu sais, tu sais, d'activités, soit tu sais, puis sur le web, il y a toutes sortes de trucs, mais de faire de quoi faire de la lecture. Tu sais, la lecture, c'est. Puis avec les téléphones intelligents, tout ça, les tablettes, on est de plus en plus loin de la lecture, mais ça travaille, tu sais, la lecture, ça travaille le cerveau. C'est ça. Fait qu'il y a, tu sais, il y a plein de choses qui peuvent être faites, puis c'est vraiment de s'activer, puis qui est vraiment la recette. Puis c'est ça tu sais, le message qu'on martèle, là, c'est de se tenir occupé. Puis plus on est activé, ben, plus on travaille son cerveau, puis il se passe des choses intéressantes à ce moment-là. Mhm. J'ai une personne qui dit en tant que professionnel de la santé, si aucun groupe n'est disponible dans ma région, est-ce que je peux faire de l'intervention de type remédiation cognitive de façon individuelle? Et si oui, où est-ce que je peux trouver ces stratégies d'intervention? Mhm. Ben, tout à fait. En fait, il existe plusieurs livres qui sont disponibles. Là. Je les ai pas, j'ai pas les titres, mais mettons, plusieurs manuels, tout ça, un peu qui donnent tu sais, certains principes, là, tu sais, je dirais, directeurs tu sais, pour faire ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'infos aussi sur le web qui peut se trouver. Mais en général, c'est ça. C'est remédiation cognitive. Oui, oui, c'est ça. Il faut googler ça, exactement. Ouais. Ok, parfait. Euh, euh, Isabelle, j'aimerais savoir c'est quoi le rôle de la neuropsychologie puis pourquoi est-ce que c'est nécessaire dans le domaine de la schizophrénie? Parce qu'on est moins habitué d'entendre parler de neuropsychologie. Oui, ben moi je trouve que c'est une bonne question parce que souvent quand on pense à la psychose ou à la schizophrénie, on pense symptômes positifs, symptômes négatifs, puis on a moins tendance des fois à penser à la cognition, hein, au fait que les gens qui souffrent de schizophrénie ou qui ont des conditions psychotiques vont avoir très très souvent des difficultés cognitives. Puis ce qu'on sait, c'est que le fonctionnement cognitif, puis ça Martin pourra certainement renchérir là-dessus, mais le fonctionnement cognitif ou le fonctionnement neuropsychologique, c'est un des meilleurs prédicteurs, même des fois meilleur que la présence de symptômes positifs, de comment que notre fonctionnement va aller puis évoluer dans le temps. Puis c'est important parce que beaucoup d'interventions qui sont proposées actuellement vont focaliser sur les symptômes positifs, négatifs. C'est très important de le faire aussi parce que bien sûr, tu sais, si on entend des voix, ben ça va être beaucoup plus difficile de se concentrer. Fait que donc les symptômes positifs vont avoir aussi un impact sur la cognition, mais en parallèle de ça,
des approches qui sont un petit peu plus intégratives, qui incluent notamment la cognition, ben, vont être utiles pour induire un changement, puis aussi induire un changement qui est pertinent pour la personne. Si une personne, ce qui lui dérange le plus, c'est sa mémoire, ben, en neuropsy, on va aller mieux comprendre comment sa mémoire fonctionne, puis on va donner des recommandations, des trucs, des stratégies qui font du sens pour cette personne-là, qui vont être utiles pour la personne, plutôt que de donner des recommandations plus générales. Ça va être très, très ciblé. Personnalisé. Exactement ça. C'est vraiment une approche très personnalisée, l'évaluation neuropsychologique dans ce contexte-là. Puis, tu sais, le but ultime, c'est que les personnes qui vivent avec la psychose ou la schizophrénie, puis aussi leurs proches, évidemment, puissent avoir une vie plus satisfaisante, que ce soit sur le plan social, vocationnel, donc les études, le travail ou dans leur communauté. C'est ça le but ultime, c'est d'avoir plus d'aisance, plus de confort, de vivre une vie plus satisfaisante. Puis c'est pas parce qu'on a un déficit cognitif qu'on peut plus utiliser les fonctions, qu'il n'y a pas rien à faire, qu'on est figé dans le temps avec ça. Je pense que la neuropsy nous permet justement de s'appuyer sur ce qui va bien, ce qui est une force pour aller essayer de contourner ça. Il y avait une psychiatre qui a écrit beaucoup là, sur le TDAH qui comparait différentes conditions du cerveau avec un peu porter des lunettes. Tu sais, quand on a un problème de vision, ben, notre problème de vision est là, mais quand on met des lunettes, ça va mieux, on voit mieux. Donc, c'est un peu ça aussi que la médication peut faire, mais que les stratégies aussi euh, qu'on recommande en neuropsychologie peuvent nous permettre de faire avec des difficultés existantes. C'est ça, peut-être ce que j'ajouterais juste parce que tu sais, je pense qu'il y a un message important, tu sais, sur mettons, sur les symptômes psychotiques. C'est ce que, mettons, puis cognition, qu'est-ce qui entre, tu sais, qu'est-ce qui affecte le plus, mettons, le fonctionnement. Puis, tu sais, ce que j'aime donner comme exemple, je suis toujours un petit peu théâtral là, dans mon style là, de thérapeute, mais c'est de dire que, mettons, un exemple d'une personne qui entendait des voix qui est très connue, c'est Anthony Hopkins. Tu sais, le acteur Silence des agneaux, je pense que tu sais, il est très, très connu. C'est quelqu'un qui entendait des voix très, très souvent. Et ça ne l'empêchait pas de travailler puis d'avoir énormément de succès comme acteur. Il avait des bonnes capacités cognitives. Il pouvait apprendre son texte, puis il pouvait maîtriser son texte, bonne cognition sociale, capable d'exprimer toutes les émotions. Donc, ça montre que lui, mettons, il y a des gens connus, puis ça se Google aussi, hein, tu sais, genre famous Anthony Hopkins, people. t'entendais des voix? Ah oui, c'est ça, donc c'est un T'entends truc encore? avec, oui, oui, tout à fait, quelqu'un puis qui est très, très ouvert là-dessus, puis qui a fait des entrevues là-dessus. Il va Donc, bien plus tard, là. fait que c'est ça, puis il y en a beaucoup, fait que j'aime ça souvent en thérapie, de donner des exemples de gens connus qui ont eu du succès, puis de dire que c'est pas le fait qu'ils entendaient des voix qui l'empêchait d'avoir du succès, c'est parce qu'il avait des bonnes capacités cognitives, il peut mémoriser son texte, ça, c'était aidant pour lui. Puis il y avait une compréhension de ses symptômes, il y avait tu sais, une conscience là, de ces difficultés-là. Puis ça, il y en a plein, là, des gens comme ça, connus, puis qui ont eu tu sais, des problèmes là, de santé mentale, puis qui peuvent composer avec, puis que c'est pas, ça n'empêche pas tu sais, d'avoir du succès dans certains défis ou tâches de la vie, là. C'est ça. Nos parents aidants sont des exemples de ça aussi. Ben absolument, ben exactement, tout à fait. C'est ça. Euh, Plus proches. Mais c'est ça, mais j'aime aller Anthony Hopkins, ça met ça dans une catégorie, là, c'est ça. Tu sais, on peut pas imaginer. Puis c'est ça, spontanément, on dit, ben voyons, ben oui, il y en a, puis des exemples comme ça, il y en a plusieurs, là. Il n'est pas unique du tout, là. Je veux dire, c'est ça. Donc, il y a de la place pour le succès pour tout le monde, là, à différentes formes de succès, mais c'est tout à fait possible. Mhm. Une personne demande pour une personne plus âgée, par exemple, une personne. Attendez, j'essaie de remonter. Est-ce que voir un ou une neuropsychologue pour une personne de 80 ans est plus pertinent, sachant que la personne a la maladie diagnostiquée depuis 20 ans et que le vieillissement est inévitable et joue aussi sur la cognition? Ouais. Je pense que la question, tu sais, est en lien avec quand est-ce que finalement c'est pertinent d'envisager ou non une évaluation neuropsychologique quand on a un diagnostic qui est là depuis longtemps. Moi, je vous dirais, parmi le processus de réflexion pour guider la décision, c'est d'aller regarder, ben, premièrement, est-ce que la personne vit un problème, une difficulté cognitive? Est-ce qu'il y a quelque chose qui la dérange sur le plan de sa cognition, qui l'empêche de fonctionner à un niveau qu'elle veut? Et deuxièmement, c'est justement cette notion-là de fonctionnement. Est-ce que
cette difficulté-là? Est-ce que la personne a des difficultés à fonctionner dans son quotidien, puis qu'on suspecte que ça, c'est parce qu'il y a des problèmes cognitifs? Donc, c'est là que, à mon avis, l'évaluation neuropsychologique va être la plus informative, si on veut, pour cette personne-là. Dans le vieillissement, il y a des changements, évidemment, qu'on constate, mais c'est hétérogène d'une personne à l'autre. On peut voir différentes trajectoires. Fait que vraiment, mon conseil, c'est de plus aller vers est-ce qu'il y a quelque chose qui dérange, puis est-ce qu'il y a quelque chose dans le fonctionnement qui est comme tu sais, qu'il y a quelque chose qui va pas bien, là, tu sais, quelque chose qu'on fait pas à cause qu'on pense que notre problème cognitif a un rôle à jouer là-dedans. Peut-être ici qu'on pourrait supposer, puis je ne veux pas le faire pour la personne qui pose la question, là, mais on pourrait supposer que peut-être que c'est parce que c'est aussi lourd ou difficile pour les proches. Donc, avez-vous des conseils pour les proches dans une situation où ils ne savent pas quoi faire avec la personne Ouais. à cause de sa Ouais. santé cognitive? Ben, je pense que d'abord, c'est le fait de, quand on a une condition qui est connue au long cours, souvent, ben, on a déjà eu des contacts avec le système médical, on a déjà été accompagné. Quand on voit des changements importants dans le niveau de fonctionnement, ça peut être un signe aussi de peut-être retourner vers les gens qui nous connaissent, qui connaissent la maladie, qui connaissent la trajectoire. Donc, dans les notions de changement, ça peut être un signal peut-être de retourner vers l'équipe médicale pour avoir de l'information. Puis évidemment, ben, prendre soin de soi, c'est important. Il y a plein de services qui existent aussi pour les gens qui sont des proches aidants, pour aussi prendre le temps pour soi là-dedans, qui n'est pas nécessairement axé directement sur des solutions, mais sur de l'écoute, sur une compréhension qui est partagée par les autres de la difficulté de la situation. Donc, je pense qu'il y a différents niveaux là, de possibilités pour cette personne-là si elle ressent de la détresse ou qu'elle constate un changement chez son proche. À la SQS, on est associé avec la ligne père aidant famille, on y contribue. Donc, si ces personnes-là ont besoin de parler avec des pères aidants famille qui sont des proches de personnes qui vivent avec la schizophrénie qui ont été formés pour soutenir les autres proches. Donc, en fait, c'est ça, je vous mettrai le numéro dans le clavardage. Euh, Novembre, est-ce que toi, tu aurais des conseils pour les proches pour maintenir une communication, une bonne communication claire, efficace, utile avec les personnes qui vivent avec une schizophrénie? Ben, je pense que c'est de comprendre puis d'accepter les défis que la personne traverse, puis d'offrir ça comme vraiment un point de départ. Euh, je pense que c'est une des choses qui est importante. Souvent, on va avoir l'impression que c'est de la mauvaise volonté quand il y a des défis, des choses comme ça, mais tu sais, les défis de cognition sont réels. Puis même pour soi-même, pour moi, en tout cas, quand j'en avais, j'avais de l'impatience envers moi-même au départ, puis j'avais peur que ça revienne pas. Donc, pour les proches, des fois, c'est ce qui va venir en premier. Donc, tu sais, c'est Ouh, OK, je prends un pas de recul. C'est vrai que c'est réel cette situation-là, puis il y a un processus, puis il y a des conditions aussi nécessaires pour que ça s'améliore. Donc, offrir cette compréhension-là, cette acceptation-là dans un premier temps, je pense que c'est la chose la plus importante. Puis de partir de la personne, comme je le disais tout à l'heure, c'est quoi les conditions dont tu as besoin, qu'est-ce qui peut être soutenant, de poser ces questions-là, ça va vraiment établir tout de suite un rapport de confiance, d'alliance puis de construire tranquillement à partir de là. Euh, Quelqu'un a une question pour novembre, justement? Vous avez toujours accepté la maladie, sinon comment y êtes-vous parvenu? Oh, non, j'ai pas toujours accepté la maladie. Et le mot acceptation me mettait extrêmement en colère pendant plusieurs années. Les gens me disaient, mais il faut que tu acceptes, mais non. Puis c'était abstrait. Je refusais de laisser entrer en moi ce mot-là. C'était très difficile. Euh, le- Beaucoup de travail, de rencontrer des gens, de parler avec des gens, de me sentir entendue, de me sentir comprise. Beaucoup de travail corporel, de yoga, de méditation, des choses comme qui m'ont aidé à me reconnecter à moi-même. Un long processus, mais rien de magique. Un long processus
d'apprendre à me connaître, de me mettre en lien avec les autres, de réaliser que qui j'étais, c'était très correct, puis qu'à partir de ça, je pouvais avancer puis faire des choses qui étaient vraiment extraordinaires. Je suis certaine que ça aide d'entendre ça. Je vous mets dans le clavardage les coordonnées pour la ligne Père aidant famille. Euh, Cette même personne-là demande encore en novembre, est-ce que la médication a toujours été présente dans votre vie? Pendant très longtemps, j'ai pris de la médication pendant 22 ans. J'ai fait un long processus de 9 ans pour réussir à diminuer et arrêter la médication. Donc, encore là, rien de magique, mais j'y suis arrivée. Maintenant, je ne prends plus de médication, mais c'est un très, très, très long processus et qu'il faut faire avec beaucoup, beaucoup de prudence et un très, très bon accompagnement. Et plein d'alternatives qui viennent vraiment nourrir et pallier les besoins parce que c'est pas magique, là. Donc, la médication, pour moi, a été extrêmement utile pour m'aider à mettre en place des choses, pour m'aider à rester en action, en activité, étudier, travailler, tout ça. Euh, donc, oui, 22 ans de médication, c'est ça, c'est pas rien, mais j'ai réussi au travers de beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches et d'accompagnement à arrêter seul. Donc, l'accompagnement est le mot-clé ici, puis aussi le fait que c'est propre à chacun ou chacune. Absolument. C'est une réflexion personnelle, beaucoup ancrée dans la qualité de vie qu'on souhaite avoir. J'invite les personnes à discuter avec leur équipe traitante ou à trouver les ressources pour trouver comment discuter avec l'équipe traitante de ce sujet-là. Les pères aidants peuvent aussi peuvent effectivement aider à trouver des pistes sur comment amener ce sujet-là avec l'équipe traitante. Oui. Euh, J'ai quelqu'un qui demande si les neuropsychologues peuvent déclarer l'inaptitude d'une personne ou si c'est réservé à d'autres types de professionnels de la santé. Oui, c'est une bonne question. L'aptitude, c'est quand même large, hein. On a une aptitude à consentir au traitement, mais tu sais, il y a différents types d'aptitudes. Il y a des neuropsychologues qui vont très, très fortement contribuer là, à ces évaluations-là, qui sont des experts là-dedans. D'autres neuropsychologues que non, pas du tout, qui offrent pas. Donc, ça va vraiment dépendre des compétences de la personne si elle est en mesure, tu sais, de se prononcer là-dessus. Une chose qu'il faut comprendre par contre, c'est que c'est pas parce qu'on a des déficits cognitifs qu'on est inapte. C'est une évaluation qui est beaucoup plus globale que ça. Donc, en fonction de c'est quoi les questions par rapport à l'aptitude, c'est là que peut-être plusieurs professionnels peuvent être aussi appelés à contribuer à faire cette décision-là. Donc, c'est des questions qui sont complexes, puis c'est vraiment du cas par cas. Ça pourrait être intéressant, là, peut-être, si c'est des questions tu sais, qui reviennent souvent. Je sais qu'il y a des neuropsychologues qui sont très, très ferrés là, d'évaluation d'aptitude, d'aller vers eux pour avoir peut-être un petit peu plus de leur expérience à eux par rapport à leur implication, puis aux limites peut-être de leur implication aussi, mais certainement, il y a des neuropsychologues qui sont impliqués là. Où est-ce qu'on trouverait Je pourrais regarder, là, je pourrais vous peut-être diriger vers certaines personnes ou du moins certaines façons de trouver ces personnes-là. un site d'ordre de neuropsychologue? Oui, ben, il y a l'Ordre des psychologues du Québec a un site internet aussi où c'est possible de chercher avec un engin de recherche, là, si on veut. On peut aller regarder en fonction des différents critères aussi. Mais quand on parle de neuropsychologie, souvent, on va vraiment avoir en tête la cognition. Donc, sur la base, la cognition, c'est un morceau, mais quand on fait des évaluations qui sont plus globales, on a souvent besoin de plusieurs morceaux ensemble. Puis en Mhm. fonction de nos questions, c'est là que ça va venir nous dire de quel professionnel on peut avoir besoin pour statuer. Puis je pense que le message à se rappeler dans le cadre d'une présentation sur la santé cognitive, c'est pas parce qu'on a des déficits cognitifs qu'on est inapte. C'est plus compliqué que ça à aller chercher à le déterminer. Effectivement. On reste dans un message d'espoir vu que la remédiation cognitive peut aider là. Mhm. Je me demandais, novembre, est-ce que tu as participé aux questions ou au contenu par rapport au cours ou est-ce que tu as été impliqué plutôt au niveau de l'animation ou comment ça fonctionne? Euh,
Au niveau de ce programme-là, je pense qu'il a été choisi avant que j'arrive, mais ça peut arriver parfois quand on développe des nouveaux projets que je vais être consultée dès le début au niveau de la réflexion. Parfois, je vais être consultée quand on est en train d'écrire un manuel, ces choses-là. Donc, je peux contribuer vraiment à toutes sortes de différents niveaux. Mais le programme de remédiation cognitive avec lequel on travaille présentement, il a été développé par des chercheurs et tout. Puis quand le laboratoire a commencé à l'implanter, je ne travaillais pas encore. Donc, je ne saurais pas exactement comment j'aurais pu être impliquée à ce moment-là si j'avais été là, mais ça aurait été possible, parce que j'imagine un peu, ça dépend toujours des projets et de comment le matériel est utilisé, arrive dans le laboratoire et tout ça. Dans le cadre des ateliers, est-ce que le manque de motivation, ça fait partie de la cognition? Est-ce que ça peut être travaillé dans le cadre de ces ateliers-là, le manque de motivation? On travaille le manque de motivation beaucoup en individuel avec les gens au moment où ils vont identifier leurs objectifs. Donc, il va y avoir du soutien pour voir qu'est-ce qui peut, euh, si la motivation est un des défis, il va y avoir du soutien pour identifier comment euh, euh, arriver à surmonter le manque de motivation. Mais je ne pense pas que ça soit ciblé exactement dans le contenu. Je ne me rappelle pas. Je ne penserais pas. Mais en fait, mais l'idée d'identifier des objectifs ou des buts personnels, ça se veut une mesure, tu sais, qui favorise la motivation. Mais on est très, je dirais, je vais te faire un petit commentaire éditorial là, pour une minute. On a tendance à être très sévère dans le contexte de la schizophrénie, de dire, ah, il n'y a pas de motivation, tout ça. Et on est au 1er janvier, tout le monde va aller au gym, tout le monde veut s'entraîner, puis en février, il y a 80% qui vont avoir arrêté déjà. Fait qu'on est très, tu sais, on est beaucoup, on n'a pas les mêmes critères des fois. Sur la question de motivation, on dit souvent les gens, troubles de santé mentale sévères, ne sont pas motivés, tout ça. Je pense pas que c'est fondamentalement différent. Je pense il peut y avoir des effets, des fois, ça peut être des effets secondaires de médicaments, entre autres parfois, qui peut créer un plus comme un affect plat où c'est plus difficile de se mobiliser. Mais là, ça peut être un sujet de discussion, mais je pense que la motivation, c'est quelque chose qui peut, tu sais, qui se travaille autant comme pour aller au gym que pour, tu sais, suivre une thérapie là, individuelle ou de groupe. Là. Je pense qu'on est tous confrontés à des difficultés de changer de comportement. Puis le gym, c'est ça, à chaque fois qu'on dit, ah, en schizophrénie, il y a de la motivation, tout ça, oui, mais tous les gyms ont fait tu sais, leur plein de nouveaux membres en janvier, puis en février, ils ne seront plus là. Fait que tu sais, c'est universel, là, ce défi-là. Merci pour la normalisation. Ouais. Tout le monde a des enjeux. J'ai quelqu'un qui demande si novembre, c'était possible de te joindre dans un autre contexte. Là. De ce que je comprends, tu n'es pas au Québec en ce moment. Non, je ne suis pas au Québec en ce moment, effectivement, mais je suis toujours disponible de façon virtuelle. Il y a pas de problème. Euh, je ne sais pas exactement. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut peut-être discuter par la suite, puis relayer quelque chose à la personne qui demande. Sûrement, on peut trouver une façon. Cette personne-là peut écrire à info@schizophrénie.qc.ca, puis on trouvera une façon de vous mettre en contact. Parfait. Euh, j'ai quelqu'un qui demande, ben là, c'est ça. Donc, on a essayé d'apporter des nuances à ça, mais les personnes demandent, bon, est-ce que c'est pas, de ce qu'on a discuté, ce que la personne en comprend, c'est que c'est possible d'arrêter la médication quand on vit avec la schizophrénie? Avez-vous des nuances à apporter à nouveau à ce sujet-là ou, Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de nuances à apporter, c'est certain. Euh, c'est, la possibilité, elle est là, mais c'est un grand, grand défi. Donc, je laisserai peut-être Isabelle ou Martin répondre à ça. J'ajouterais peut-être juste rapidement là qu'on peut, tu sais, une personne qui est aux prises avec le diabète peut arrêter sa médication aussi pour le diabète, mais tu sais, je pense qu'il faut toujours évaluer c'est quoi les avantages, désavantages de la médication versus l'arrêt de la médication. Puis c'est souvent, je pense que c'est un sujet qui peut être perçu comme tabou, de dire qu'on ne peut pas en parler avec son médecin, avec son psychiatre parce qu'il pourrait nous hospitaliser, il va être fâché, peu importe.
Alors que c'est non, je pense que c'est très, très humain de se poser des questions là-dessus. Il y a beaucoup de recherches qui se fait sur comment, tu sais, à plus long terme, tu sais, diminuer les doses, arrêter. Je pense que c'est un sujet qui est vraiment important. Puis c'est la personne qui prend la médication qui est aux prises avec les effets secondaires qui peuvent être indésirables parfois. Et si c'est le cas, ben, c'est toujours de voir, il n'y a pas juste l'arrêt comme solution. Ça peut être tu sais, de changer de molécule, ça peut être de diminuer la dose. Parfois, paradoxalement, il y a certains effets secondaires comme l'acathisie, qui est une forme d'agitation, où là, c'est d'augmenter la dose qui va enlever cet effet secondaire-là. Donc, c'est pas blanc ou noir que oui, tu sais, que si la médication, c'est une chose c'est une béquille, puis on veut s'en débarrasser un jour, s'il y a vraiment des avantages, des avantages. Puis dans n'importe quel autre contexte, que ce soit pour les dyslipidémie, pour l'hypertension, pour le diabète, on peut arrêter, puis le jour qu'on arrête, il n'y a pas d'effet. Le lendemain, on n'est pas différent, mais on se met à risque d'avoir tu sais, d'autres problèmes de santé là, éventuellement. Fait que l'idée, c'est de voir, c'est que ça fait partie, c'est pas la seule intervention ou piste d'intervention. Il y en a d'autres aussi, comme on a discuté là, plus tôt ce soir, mais c'est vraiment l'idée d'être capable d'avoir une discussion là-dessus, puis de vraiment évaluer, tu sais, froidement, tu sais, les avantages, désavantages. C'est que des fois, c'est un effet indésirable qui prend toute la place, puis qui est la motivation pour arrêter, alors que ça peut entraîner d'autres difficultés par après. Mais Oui, c'est un sujet à discuter. Je pense pour moi, c'est le seul message, c'est que c'est à discuter puis à trouver des solutions là. comme dans n'importe quel autre enjeu de santé Oui, physique oui, tout à fait. ou Tout à fait. psychologique. Mm. Ça prend un très, très bon accompagnement. Mhm. Quelqu'un demande l'approche de l'entretien motivationnel peut aider la motivation, l'engagement, la résistance. Mhm. D'accord. J'ai bien aussi, de ce que je comprends, en faisant le suivi individuel puis en identifiant des objectifs précis, vous misez aussi sur l'approche par les forces, là. Donc, Mhm. ouais, donc on ne fait pas juste aller chercher les enjeux de la personne, mais aussi aller voir sur quoi on peut miser pour aller Mhm. contourner les difficultés, là. Tout à fait. Oui. Je pense que pour l'instant, oh, j'ai une autre question. Ok. Ça sera peut-être la dernière ou l'avant-dernière, là. Si vous avez des questions, c'est vraiment le temps de les envoyer parce qu'on approche de 21 heures. Euh, la personne demande quelle est la différence entre la remédiation et l'approche TCC et l'autre dont vous avez parlé, Martin. Tu as parlé de trois Oui. approches différentes. Oui, oui. Ben, il y a deux qui sont similaires, donc TCC puis entraînement aux habiletés socio-cognitives sont similaires. Et donc, remédiation cognitive, ça travaille les capacités. Mettons les capacités de mémoire, d'attention, donc d'augmenter ces capacités-là. La TCC et l'autre, là, l'approche que je mentionnais, ce que ça travaille, c'est plus soit ce qu'on appelle des biais cognitifs ou, mettons, des pensées ou des croyances dysfonctionnelles. Ce qu'on veut dire par là, c'est par un biais cognitif, c'est par exemple euh, sauter aux conclusions. On voit, mettons, une auto noire, mettons, une personne qui est aux prises avec un délire de persécution, elle voit un auto noir passer, l'auto, c'est la mafia, auto noire, c'est nécessairement la mafia, donc la mafia me surveille. Donc, c'est une forme tu sais, de sauter aux conclusions, puis tu sais, dans le fond, il y a combien d'auto noirs là, à Montréal ou en région, peu importe. Puis là, est-ce qu'il y a d'autres explications? Donc, l'idée, c'est que dans la TCC, on n'est pas dans les capacités, mais plus dans les biais, d'avoir des raisonnements qui sont, tu sais, qui sont problématiques comme tels. Et on va C'est un peu travailler. de se déprogrammer ou se programmer autrement, là. Ben, tout à fait. En fait, c'est de prendre conscience de ces biais-là. Comme, mettons, il y en a plus, il y en a comme toutes sortes là, qui existent. Puis il y en a beaucoup qui sont liés avec des idées, mettons, des idées délirantes, là, des idées, tu sais, qui vont être vraiment problématiques là, au quotidien. Puis après ça, tout ce qui est croyances, là, des croyances qu'on appelle tu sais, dysfonctionnelles, là. C'est ça. Et sur la santé cognitive, est-ce qu'il y a une de ces approches-là qui a démontré plus de succès que d'autres? Oui, oui, ben en fait, nous, on considère, mettons, la TCC comme ça vient cibler une autre dimension de la santé cognitive. Fait qu'on pense qu'il y a un côté capacité, puis un côté, mettons, de biais et de croyances qui sont, tu sais, problématiques ou dysfonctionnelles. Fait que l'idée, c'est que c'est comme deux approches complémentaires.
Puis souvent, nous, ce qu'on fait, mettons, dans nos projets, puis dans notre clinique, bien, mettons, une personne fait un groupe de remédiation cognitive, puis si elle veut, elle peut faire un autre groupe après qui va être de TCC ou qui va être de, mettons, l'entraînement aux habiletés métacognitives. Donc, nous, c'est l'idée, c'est que ça peut être utile. On va souvent proposer une première intervention, basée sur, mettons, les plaintes subjectives de la personne et sur, qu'est-ce qu'elle semble avoir après le plus bénéficié. Mais nous, par exemple, dans nos projets, on laisse le choix à la personne ultimement. On vient pas, on fait pas de la randomisation, par exemple, de dire, ben là, vous allez recevoir l'intervention A ou B ou rien, là, mettons. Nous, ce qu'on fait, c'est vous choisissez. On a A ou on a B. Est-ce qu'il y en a un des deux qui serait intéressant? Nous, on pense que A serait utile pour vous. Puis vous pouvez faire A, puis à la fin de A, vous pouvez faire B si vous voulez. Fait que c'est toujours un peu dans cette philosophie d'accès là qu'on La travaille. personne, l'évolution de la personne va être évaluée Mm. plutôt à chacune de celles-là, c'est ça. Mhm. Ouais, c'est ça, exactement. OK. 3 questions, 4 minutes. Oui. Donc, c'est un vite. On parle de neuromodulation. Que travaille la neuromodulation? La neuromodulation, ouais, en fait, Isabelle, tu as fait un doctorat, je pense, là-dedans, là. Eh boy! 13 en 1 minute. Comme Ouais, en outil une minute, clinique, c'est ça. Comme Ouais. outil clinique, moi, c'est pas du tout mon champ d'expertise. La neuromodulation, c'est une façon, d'aller induire une certaine forme de bruit aussi dans le cerveau pour essayer de voir, quels sont les effets de ça. Pour ce qui est du penchant clinique, là, moi, ça fait trop d'années que j'ai fini mon doctorat pour être capable de me prononcer d'une manière qui est aidante sur ça. C'est plus, en termes, Martin parlait de RTMS tout à l'heure, fait qu'il y a peut-être une certaine forme là, de stimulation. Alors, je m'excuse, je te renvoie, Martin, vers cette question-là parce Oui, que moi, je pourrais pas te aider c'est beaucoup ça. pour Parce ça. que la neuromodulation, le premier champ d'application était la dépression. Donc, c'est une espèce de bobine qui est mise sur le bord de la tête d'une personne. Ça crée un champ magnétique. Le champ magnétique vient activer une zone du cerveau et ça a un effet antidépresseur. Dans certaines, mettons, si on le positionne à des endroits précis, c'est utilisé maintenant pour les symptômes négatifs, pour les voix aussi. C'est utilisé dans d'autres troubles aussi de santé mentale. Donc, l'idée, c'est que ça vient stimuler ou inhiber, mettons, une région du cerveau. Et ça a des propriétés thérapeutiques, là. Merci. En termes de santé cognitive, est-ce que la vieillesse sera plus difficile pour les personnes qui ont une schizophrénie? Euh, mais c'est-à-dire que oui, en fait, l'espérance de vie est moins élevée. Puis c'est entre autres à cause des problèmes souvent de santé physique. C'est pas le suicide, qui est mettons, l'explication sur l'espérance de vie qui est beaucoup plus courte. C'est vraiment la présence là, de toutes sortes, en fait, de beaucoup de problèmes de santé physique qui peut avoir un impact comme ça. Encore une fois, il y a des gens qui vont décéder à 90 ans avec un trouble de schizophrénie et d'autres, ça va être à un âge précoce, là. Donc, mais il y a effectivement un enjeu là, sur l'espérance de vie là, qui est probablement en lien avec la présence des problèmes de santé physique qui sont pas toujours bien gérés. Et une question à laquelle tient la personne qui l'a posée, donc je m'excuse de l'avoir pensé plus tôt parce qu'on était sur autre chose. La personne demande s'il y aurait un type de schizophrénie qui touche plus l'aspect cognitif avec moins de symptômes. Donc la maladie se manifeste Ouais. davantage au niveau cognitif, puis les crises ou les symptômes positifs sont moins fréquents. Oui, oui, tout à fait. En fait, une question très sophistiquée, parce qu'effectivement, c'est le cas. Il y a un groupe caractérisé, c'est ça, par des atteintes cognitives plus importantes, par des symptômes négatifs plus importants, donc émoussement affectif, allergie, motivation. Et c'est un groupe qui, en général, a moins de symptômes dépressifs aussi, moins de symptômes positifs, mais c'est un groupe qu'on appelle, auparavant, ça s'appelait la schizophrénie déficitaire. Et ce terme-là est plus utilisé aujourd'hui. On parle de symptômes négatifs persistants qui sont associés avec un fonctionnement plus faible et avec des capacités cognitives moins élevées. Mais effectivement, dont on parle, ça varie d'une étude à l'autre, mais c'est peut-être de 15 à 30 des personnes avec, mettons, le diagnostic de schizophrénie qui présenteraient ce profil-là. Ces Donc, un personnes-là profil ouais, bénéficient de la remédiation, pourraient tout vraiment à fait. profiter de la Ouais. remédiation. C'est ça, puis c'est vers là qu'on voudrait arriver aussi, d'être capable d'évaluer les gens, voir le profil, puis dire, ben, voici ce que vous avez besoin, là. Donc, ce qu'on appelle la médecine de précision, là, qui, on espère, va se développer au Québec. Je sais qu'il y a un gros projet, mettons, au CHUM, là, pour développer ça mur à mur.
Et c'est ça, donc l'idée, c'est de bien évaluer les gens, voir les forces, faiblesses, les profils et de proposer la bonne intervention au bon moment à la bonne personne. C'est- Fantastique. Ben, écoutez, si ça vous va, je conclurai Oui, avec ça parce que c'est fascinant. On a rarement eu autant de questions, puis je pense qu'on a gardé beaucoup, beaucoup de personnes tout au long de la conférence. Donc, je pense que vous avez maintenu l'intérêt de tout le monde tout ce et temps-là. merci, mais merci à tout le monde pour leur intérêt aussi, et puis les nombreuses questions. Oui. En tout cas, j'ai trouvé que c'est très, très Très cool. bonne C'est un question. privilège de faire ça. Là. On est chanceux d'être ici, on est bien, bien content. En tout cas, je parle pour moi, mais je pense que ça vaut pour Isabelle et Novembre. Là. On est quand même, c'est ça. Tout à fait C'est vraiment d'accord. là. C'est ça. C'est un Écoutez, plaisir de faire ça. je me joins à toutes les personnes qui sont en train de vous remercier sur les questions et réponses ici dans le clavardage. Bref, merci beaucoup d'avoir pris le temps de vous réunir pour répondre à nos questions, puis d'avoir préparé tout ça pour nous, puis de nous avoir vraiment fait découvrir une approche que je pense qui n'est pas assez connue. Puis si on peut vous aider à la SQS à la faire connaître encore plus, ça va nous faire grand plaisir. Donc, Ben, merci beaucoup. Merci. d'avoir été là ce soir. Merci. Puis Ouais. bonne soirée à tous. Oui, bonne soirée. Bye bye.